Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est la rentrée des classes pour le championnat de France FFSA AGT et cette rentrée des classes se fait ici sur le prestigieux circuit de Nevers, Manicourt, théâtre du Grand Prix de France de Formule 1 sans interruption entre 1991 et 2008 de Nigel Mansell et de la Williams jusqu'à Felipe Massa et la Ferrari. Il y a eu 18 vainqueurs. Alors certains se sont imposés plusieurs fois, on pense à Michael Schumacher par exemple. Vous le voyez, les conditions sont idéales ici, le soleil est de la partie, 25 degrés, une rentrée des classes haute en couleur et particulièrement animée. Et pour en parler avec nous, on va retrouver évidemment notre consultant habituel Laurent Mercier. Bonjour Laurent, rédacteur en chef d'Endurance Info, bonjour. Bonjour Thomas. Et puis nous aurons également en notre compagnie un avis expert de pilote et pour cause c'est le champion âme de la saison 2017, Stéphane Tribodini, qui malheureusement pour raison de panne budgétaire pour une fois n'est pas présent. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Laurent. Alors Stéphane, on aurait préféré vous voir au volant d'une voiture, on voit le circuit de Manicourt ici, mais merci en tout cas de nous rejoindre dans cette cabine pour nous apporter votre point de vue de pilote sur ce championnat de France FFSA AGT. On sent dans le paddock qu'il y avait une certaine effervescence, hein. Malgré tout on voit le tracé, les trois secteurs, évidemment ce tracé bien connu avec la grande courbe, Estoril, l'épingle d'Adélaïde, le 180 degrés, le château d'eau, le complexe du lycée, tous des hauts lieux évidemment du sport automobile français. Stéphane, est-ce que le circuit de Nevers-Manicourt est un circuit que les pilotes aiment traditionnellement? Oui, c'est un superbe circuit, très rythmé, avec beaucoup de vitesse, des chicanes qui passent très rapidement. On retrouve ça assez rarement sur les circuits, c'est souvent des chicanes un peu pour casser la vitesse. Là, c'est des chicanes rapides avec en plus des compressions au milieu, donc vraiment du pilotage. Donc c'est un très beau tracé. Allez, celui qui veut ou ceux qui veulent vous succéder dans le palmarès du championnat âme, on les a sous les yeux. Nicolas Gomard et Julien Lambert qui mènent la compétition. 2 victoires pour eux depuis le début de cette année, mais une meilleure régularité que Rodolphe Walgren qui roule en solitaire sur la Ginetta de l'équipe Speedcar, qui s'est imposé 3 fois 25 points à 75 pour Rodolphe Walgren. Par contre, il a aussi abandonné 3 fois. Il est deuxième du championnat. On a ensuite la famille Dube avec le fils Clément et le papa Laurent. Stéphane Brémard est en 4e position. Arnaud Gomez et Olivier Gomez sont 5e du championnat, même si malheureusement ils sont absents ici. Belle lutte en perspective, hein, certainement dans ce classement des pilotes âme donc. Et avant peut-être de passer au classement Pro-Am, non, on va la voir, voilà. Robert Consani, Benjamin Lariche, 95 points. Ils ont donc 10 points d'avance sur Jean-Luc Boblic et Jim Pla, les deux duos qui ont chacun remporté 2 victoires depuis le début de cette année. Douglas Lundberg et Pierre Courroy sont 3e. Grégory Guilbert et Fabien Michal en 4e position, devant Mike Parisi et Christophe Lapierre. Et puis Pierre-Alexandre Jean et Stéphane Tribodini, qui est 6e du championnat encore. Pour l'instant, son équipier Pierre-Alexandre Jean, on en reparlera d'ici quelques instants, partira depuis la 2e ligne de la grille de départ, une grille de départ où l'on va retrouver notre collègue complice pratiquement, hein, Guénel Longy. Bonjour Guénel. Bonjour messieurs, un petit mot avec l'un des deux polemen. Bon, c'est Fabien hein, qui a fait la pole pour cette première course, mais quand même vous partagez cette réussite avec lui, Grégory Guilbert. Un petit mot sur cette séance de qualification ce matin. Ouais, il est vraiment surprenant, il l'a démontré dès l'ouverture à Nogaro. On a fait malheureusement une petite faute, on était 2 en qualif à Pau et il a tapé et du coup on n'a pas pu faire tout le meeting. Donc là on est vraiment de nouveau très performant, Dijon ici il le prouve. Il est vraiment très appliqué, il me surprend de course en course. Il vient du rallye, il a très peu d'expérience en circuit et voilà il est appliqué, il a 1 seconde, 5 dixièmes et puis à la fin du week-end il roule presque plus vite que moi. Donc non, il a un gros potentiel. À Dijon, vous aviez la victoire au bout du capot, Grégory, elle vous a échappé. Il y a quand même un enjeu pneumatique sur la gestion des pneumatiques, notamment avec ces Audi. Comment vous allez faire pour aujourd'hui essayer d'aller l'emporter? C'est sûr que là, on a fait la partie du plaisir. La qualif, c'est là où on a pris du plaisir avec cette auto. Maintenant, la course, on va subir un peu. Là, Fabien, aujourd'hui, va se régaler une petite demi-heure et moi, je vais subir une demi-heure et ce sera l'inverse demain. Donc non, on n'a pas encore le remède miracle. Ici il fait chaud en plus, donc ça va pas aller dans le sens de sauvegarder les pneus pour la fin de course, mais bon, on verra bien, faut y croire. Bon courage, merci.
Merci Guénaël, merci à Greg Guilvert. Deuxième pole position pour Fabien Michal qui avait déjà signé une pole lors de la toute première course de l'année sur le circuit de Nogaro. Audi d'ailleurs avec les nouvelles Audi R8 LMS GT4 qui a gagné 3 poles sur 6 avant ce meeting, mais en fait c'est 5 poles sur 8 désormais puisqu'on aura également une pole position Audi pour la course de demain. Laurent Mercier, mais toujours pas de victoire pour la marque Ozano. C'est fou ça, 5 pole positions mais pas de victoire. Ouais, c'est un petit peu différent du championnat d'Europe que Stéphane connaît bien, où les Audi sont un petit peu plus aux avant-postes au niveau du classement, mais du coup on a rééquilibré un petit peu la balance de performance puisqu'on a changé un petit peu la hauteur de caisse sur ces Audi R8 LMS GT4, et du coup on espère que ce petit réajustement va faire que la dégradation des pneumatiques, notamment en fin de course, sera un petit peu moins pressante, et que du coup on va pouvoir garder les pneus suffisamment en bon état jusqu'à l'arrivée. Alors on va parcourir la grille de départ. Vous avez vu Fabien Michal et Grégory Guilvert au micro de Guénaël il y a quelques instants, qui signait donc Fabien Michal sa deuxième pole position. C'est la troisième déjà de la voiture, Greg Guilvert ayant signé la pole également à Dijon. Vous venez de voir Sylvain Noël, le patron pilote de l'équipe Racing Technology. Alors accrochez-vous parce que les écarts ont été plus que réduits durant les essais qualificatifs. 10 millièmes d'écart entre Fabien Michal et Sylvain Noël, 18 millièmes d'écart entre Pierre Sancinena sur l'Alpine numéro 36 et le poleman Fabien Michal. On l'a à l'image d'ailleurs, Pierre Sancinena, l'actuel leader de l'Alpine Elf Europa Cup et qui vous remplace dès lors, Stéphane, sur cette Alpine. Et comme je connais Guénaël et que l'on a à l'image d'ailleurs, Guénaël, vous êtes déjà là-bas. Oui, alors c'est pas facile parce qu'il y a le filet plus le casque et on va essayer de se glisser dans l'habitacle de cette Alpine. Juste le micro, ça suffira. Pierre, un petit mot, cette première course en GT4 pour vous, évidemment, vous connaissez très bien la version Cup et puis vous avez développé, participé très activement au développement de cette auto, mais un petit mot sur cette deuxième ligne aujourd'hui. Ouais, écoutez, je me régale tout simplement au volant de cette Alpine, que ce soit la Cup ou la GT4. On voit qu'elle est performante à tous les niveaux, que ce soit seule ou face aux autres constructeurs, donc au volant c'est juste un plaisir. Un petit mot également sur votre coéquipier, c'est sa première saison en GT4. Vous découvrez cette collaboration avec ce tout jeune pilote, comment ça se passe? Ouais, avec Pierre-Alexandre, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais on s'est tout de suite super bien entendu. Et le fait qu'il soit très rapide, je pense que c'est aussi un super atout. Donc on va tout faire tous les deux pour mettre notre Alpine GT4 aux avant-postes aujourd'hui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Pierre. Merci Guénaël et merci à Pierre Sancinena. Alors Stéphane, on revient vers vous justement. C'est entre guillemets votre voiture, celle que vous aviez découverte en tout cas sur le meeting de Dijon après avoir roulé en Ginetta. L'Alpine, voiture qui séduit forcément. Oui, c'est vraiment une très très bonne base pour le GT4 par rapport déjà au poids contenu, un peu comme la Ginetta. Le gros avantage de l'Alpine, c'est qu'elle a un moteur turbo, donc on a plus de couple que la Ginetta quand on va relancer, et une meilleure vitesse de pointe aussi. Donc au final, ça gomme beaucoup les défauts de la Ginetta, qui était une super voiture, mais qui manquait un peu de performance en ligne droite. Là, on a un très très bel équilibre de voiture. Une Alpine que l'on surveillera. Laurent Urgon, que l'on voit à l'image, qui connaît bien aussi l'Alpine, puisqu'il dispute aussi l'Alpine Elf Europa Cup. Mais depuis le début de cette année, il est engagé évidemment avec une BMW du BMW Team France, la numéro 3, cette BMW M4. On se souviendra, Laurent Mercier, que l'an dernier, BMW avait gagné les 2 courses ici, mais avec l'ancienne génération. Et on a la pole position ici, et on va la saluer, cette pole position du classement AM de Julien Lambert. On a Nicolas Gomard ici à l'image de dos également. Julien Lambert qui avec la Porsche de l'équipe AGS Events s'est placé au 5e rang. Laurent, ce sont les leaders du championnat AM. Ils ont été extrêmement réguliers depuis le début de l'année, mais ils montrent course après course qu'ils progressent aussi au niveau de la performance pure. Ouais, exactement. On voit le 5e temps de Julien Lambert est là pour prouver la montée en puissance du team AGS Events. AGS Events, le team qu'on a aussi l'habitude de voir en Lamborghini Super Trofeo, et qui engage 3 voitures, 3 Porsche Cayman en championnat de France GT. Et du coup, le transfert mid-jet championnat de France GT se passe pour le moment pour le mieux pour le team français. Et on vous le disait, avec 2 victoires, ils ont gagné à Nogaro et à Pau. À Dijon, ils avaient connu un premier abandon. Et on va retrouver en compagnie de Guénaël, d'ailleurs, le poleman, ou l'un des polemen en tout cas de la catégorie des AM, Guénaël. Oui, alors on va se faire évacuer dans quelques instants. On va commencer à marcher tout doucement pour montrer qu'on suit le mouvement. Je suis avec Nicolas Gomard. Nicolas, on a vu un peu de hâte là avec votre coéquipier Julien Lambert. Vous l'avez dit à s'équiper, qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait simplement oublié de ses écouteurs. On les cherche de partout depuis une demi-heure. Ils étaient dans la doublure de son pantalon. Il a fallu que j'aille les chercher moi. C'était un peu particulier quand même. Bon, ça fait un petit peu de stress là pour partir depuis cette 3e ligne. D'ailleurs, très belle qualif ce matin.
Ouais, on fait pour la deuxième fois un P5 au qualif, après Dijon. On aurait pu faire un petit peu mieux, mais l'objectif n'est pas là. Le deuxième AM est un petit peu plus loin. Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'au drapeau à damier, ce qui ne se passe qu'une fois sur deux depuis le début de l'année. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à avoir 2 drapeaux à damier dans le même week-end. Merci beaucoup Nicolas, on évacue vite la grille. Ouais, merci Guénel et merci à Nicolas Gomard qui dit une fois sur deux, c'est pas tout à fait vrai. À Nogaro, ils avaient gagné et puis terminé deuxième. Mais c'est vrai que tant à Pau qu'à Dijon, ils ont connu les affres de l'abandon et on sait que la régularité est un élément clé. Évidemment, une régularité qui paye, notamment pour Robert Consani que l'on a à l'image ici. Robert Consani qui s'élancera depuis la 8e position sur la grille de départ. C'est l'actuel leader du championnat avec Benjamin Lariche. 6 fois dans les points en 6 courses. 2 équipages seulement ont pu le réaliser. Et ils sont aux 2 premières places du championnat. Robert Consani et Benjamin Lariche sur la Ginetta numéro 8 et Jean-Luc Boblic et Jim Plas sur la Mercedes AMG de l'équipe AK ASP donc qui sont 2e du championnat. On l'a vu en début de reportage, 10 points seulement séparent ces 2 équipages de tête. Quand on sait que 25 points sont attribués pour une victoire, ça veut dire que nous sommes à mi-saison, Laurent Mercier, mais que rien n'est joué, loin de là. Non, rien n'est joué, ça nous laisse présager d'un beau duel entre une Ginetta qui est plutôt une voiture GTK d'une ancienne génération et la Mercedes AMG GT4 elle qui arrive sur le marché cette année au même titre que l'Audi R8 LMS et la BMW M4 GT4 et du coup on voit que la Ginetta de par la balance de performance a toujours son mot à dire, elle a toujours même si elle est moins chère à l'achat et moins chère à exploiter et du coup on a un équipage Ginetta qui pointe en tête du championnat. Oui, tant mieux hein, évidemment pour ce Ginetta qui vous avait permis Stéphane Tribonini d'être champion AM l'an dernier, donc voiture que vous connaissez bien, qui a ses points forts et ses points faibles. C'est peut-être pas la voiture la plus rapide sur un tour, mais sur une course c'est une voiture qui est très constante en fait. Oui, le gros atout de la Ginetta, clairement, c'est le poids de la voiture et aussi c'est vraiment une voiture de course. C'est un châssis tubulaire qui a été vraiment développé pour la course et pas pour la route, comme les autres voitures donc on peut voir à la télé, donc la Porsche notamment, l'Audi ou autre. Donc tout a été fait au niveau du centrage des masses, au niveau de la répartition du poids aussi, pour qu'elle soit très efficace, avec une boîte de course aussi. Donc la voiture est très très constante en course, on peut faire des très longs relais avec sans dégrader les pneus. Donc c'est une très très bonne voiture, surtout pour commencer et pour performer aussi. Et elle est fiable en plus. Et elle est très fiable, voilà, le moteur c'est un moteur Ford 3,7 litres qui est vraiment éprouvé, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Une voiture qui a démontré sa fiabilité. D'ailleurs, Robert Consani et Benjamin Lariche l'an dernier sont passés très très près du titre. Ça s'était joué à pas grand chose face à la Porsche de Mike Parisi et de Gilles Vanet. Alors des Ginetta qui ne sont peut-être pas tout devant sur la grille maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en retrouver devant tout à l'heure. Ginetta qui est d'ailleurs la marque qui a décroché le plus de podiums depuis le début de cette saison. 8 podiums pour des Ginetta, dont 3 victoires. 3 victoires sur 6 courses pour les Ginetta. Preuve que ces voitures restent redoutables alors qu'elles avaient signé une seule pole position depuis le début de cette année. 8 podiums sur un maximum de 18 possibles, évidemment au niveau de la catégorie Pro-Am, puisqu'on a eu 6 courses jusqu'à présent et qu'il y a à chaque fois 3 marches sur le podium. Preuve donc en tout cas que ces Ginetta pourront jouer leur rôle, même si à l'avant de la grille de départ on va retrouver du côté gauche de la piste une Audi, la numéro 42 de l'équipe Saint-Éloque avec Fabien Michal et Grégory Guilbert. Et on a quand même 4 marques différentes sur les 2 premières lignes avec une Audi, une Porsche, une Alpine et une BMW. Oui, vous avez tout à fait raison de le signaler. Derrière, on retrouve une 3e ligne 100% Porsche avec Julien Lambert et Olivier Jouffret. Une Audi avec Christophe Hamon et la première des Ginetta de Robert Consani, c'est la 4e ligne. 5e ligne pour Michael Petit sur la BMW 3Y Technologie et Douglas Lundberg sur la Ginetta Speedcar. On a ensuite Christophe Lapierre sur la Porsche numéro 1. On va retrouver une Aston Martin Vantage. C'est la numéro 144 des Britanniques avec James Appleby, génération MR Super Racing, c'est l'équipe britannique donc qui fait son retour. Elle était déjà présente à Pau. On a ensuite sur la numéro 9 Elie Dubelin, Nicolas Tardif qui est sur la voiture numéro 14 qui est en 14e position et qui est sur la voiture numéro 26 pardon, qui est donc une Alpine. Et puis le reste de la grille que vous voyez se dessiner actuellement sous vos yeux. Ouais, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué au départ pour la Mercedes 87 qui est 2e pour le moment au championnat, puisque Jean-Luc Boblic lui s'élance depuis la 20e position contre la 8e pour Robert Consani sur la Ginetta. Donc il ne va pas falloir forcément perdre de temps pour essayer de remonter dans le classement assez vite. Et Jean-Luc Boblic qui partira juste derrière Gilles Vanelay, le champion de France en titre, qui fait son retour cette année sur le championnat de France FFSA GT et qui passe de la Porsche qu'il avait l'année passée sur une BMW et qui roule avec son petit protégé, son poulain Enzo Guibert.
Ouais, Enzo Guibert qui découvre la catégorie GT4 et qui s'en est plutôt bien sorti lors des essais qualificatifs, lors de sa séance qualificative ce matin, puisqu'il était aux portes du top 10. Allez, la tension monte maintenant. Bien géré le début de course. Stéphane, on imagine que le cœur là, ça bat un peu plus vite quand on est juste derrière la safety car comme ça et que l'on sait que le départ va être donné. Oui, en même temps, il faut vraiment penser à faire chauffer les pneus un maximum. Donc c'est très important pour faire un bon départ et dans les premiers virages pour avoir un maximum de grip. Donc on est concentré dès le départ vraiment à mettre des gros coups de frein, des coups de volant et à constamment garder la jante avec beaucoup de chaleur dedans pour que le pneu ne refroidisse pas trop et garde une bonne efficacité. Et le fait qu'il fasse chaud, c'est plutôt un avantage? Ça va sûrement jouer, oui, le pneu sera sûrement plus vite en température, donc c'est plutôt un avantage pour le début de course. Oui. Après, on joue aussi beaucoup sur les pressions de pneus à froid avant de partir, pour justement équilibrer et qu'en fin de course, le pneu ne soit pas trop chaud. Donc on a sûrement baissé beaucoup les pressions avant le début de la course. Et évidemment, 4 pneumatiques Pirelli, c'est le seul contact entre ces voitures de compétition et la piste, comme les pneus d'ailleurs sur votre voiture de route, hein, d'où l'importance d'avoir toujours des pneus en bon état. 4 pneus, l'équivalent de un peu plus de 4 paumes de main peut-être pour aller aborder les difficultés de ce circuit de Nevers-Manicourt. Le départ dans quelques instants, Fabien Michal est donc en pole position, Sylvain Noël à ses côtés, Pierre Santinena, Laurent Hurgon pour les 2 premières lignées. On est déjà parti avec le bon départ, je pense, de Fabien Michal qui va rester sur la ligne intérieure. On a vu Julien Lambert qui essaie de s'infiltrer sur Pierre Santinena et qui passe en 3e position. Bien joué. Quel départ de Julien Lambert. Apparemment, lui avait les pneus déjà en température. Et il n'y a pas que des pneus qui étaient en température. Le pilote de la Porsche AGS Evans qui se glisse donc au 3e rang. Sylvain Noël est passé entre-temps devant Fabien Michal. Donc 2 Porsche dans le top 3 pour le moment. Tout le monde est passé, semble-t-il, au niveau du premier virage. Attention, le premier freinage du côté de l'épingle d'Adélaïde avec, il n'en reste pas là, Julien Lambert, puisqu'il vient directement attaquer Fabien Michal par l'extérieur, mais le pilote de l'Audi est bien resté à la corde, démarré plus ou moins calmement, essayé derrière une touchette avec la numéro 68, c'est Alexandre Bardinon, hein, je pense, le jeune pilote de 16 ans qui est venu toucher ici l'Audi du Vaporro Motorsport, l'équipe espagnole, avec Daniel Diaz Varela qui était au volant. On va revoir ici, regardez le freinage un peu tardif d'Alexandre Bardinon qui ne peut rien faire et qui vient toucher. Évidemment, avec l'ABS sur ce type de voiture, Stéphane, de toute façon, on ne sait pas se racheter outre mesure. Attention à la lutte avec Olivier Jouffret. Un bel envol hein, d'Olivier Jouffret hein, sur la Porsche du Victime. Oui, qui partait depuis la 6e position. Les 2 Porsche hein, qui sont bien partis, Julien Lambert et Olivier Jouffret. Et puis la première BMW de Laurent Hurgon qui se retrouve donc en 5e position. Ouais, que l'Alpine a un petit peu plus de mal. Hein. L'Alpine de Pierre Santinena pour le moment là, qui est un petit peu plus loin. Et je pense que Pierre va faire vraiment attention au départ de course à ne pas faire d'erreur. Il sait aussi que la course dure 1 heure, qu'en fin de relais on sera plutôt bien avec l'Alpine ou la Ginetta. Mais là c'est vrai qu'il perd quelques positions sur le premier tour. Il vient de se faire doubler notamment par Christophe Amon sur l'autre Audi, la numéro 5 de l'équipe Saint-Éloque, Pierre Santinena qui est passé de la 3e à la 8e position en ce début de course et en ce premier tour. En tout cas, Sylvain Noël en tête, la Porsche de l'équipe Racing Technology. Ce n'est pas la première fois, hein, si je me souviens bien, le remercier. Déjà à Nogaro, Sylvain Noël. Ouais, il a fait chaud. Hein, et Sylvain Noël, il a repris la compétition, on le voit aussi en Alpine Elf Europa Cup. Et du coup, Sylvain Noël, bon, on connaît son coup de volant. Hein. C'est le patron de Racing Technology n'a rien perdu de sa fougue et du coup il prend un petit peu la poudre d'escampette hein, avec une seconde 4 d'avance. Un pilote qui avait notamment terminé 2 fois sur le podium de la Porsche Carrera Cup France. Bon, certes, c'était en 2002 et en 2011, il y a quelques années déjà, mais comme vous le dites Laurent Mercier, il n'a pas perdu son coup de volant. Il est en train d'essayer de creuser l'écart alors que dans le clan du Vaporro Motorsport, on analyse les dégâts à l'arrière droit, là où a été touché Daniel Diaz Varela. Une voiture qui avait beaucoup souffert à Pau, hein, on se souvient, avec une grosse sortie de piste lors de la course nocturne. Il avait fallu reconstruire la voiture après le meeting. Il y aura moins de dégâts ici. Oui, c'est sûr. Heureusement. Sylvain Noël. Fabien Michal qui, après avoir mis un petit temps pour se mettre en route dans le premier tour, à distance c'est désormais Julien Lambert, leader du classement des AM, Julien Lambert. Nicolas Gomard nous disait l'objectif pour nous, c'est justement d'être en tête dans ce classement des AM. Et puis on a Olivier Jouffret, Laurent Hurgon qui est en 5e position et Robert Consani qui est 6e devant Christophe Amon et Pierre Santinena.
Pierre Santilena qui ne parvient pas à suivre le rythme en ce début de course. Même par rapport à Christophe Amon, on voit l'écart qui est en train de se creuser. Ouais, je pense que Pierre, il va lui falloir peut-être 3-4 tours pour commencer un peu à tout prendre en main par rapport au peloton aussi. Des voitures très différentes. Il est habitué aussi à rouler en Alpine Europa Cup où toutes les voitures sont identiques. Là, il faut quand même prendre aussi un peu la mesure de toutes les voitures, des avantages, inconvénients en ligne droite ou aussi en virage. Donc, trouver sa place dans le peloton, il va en avoir faut un peu d'habitude peut-être. Oui, je pense qu'en 3-4 tours ça va aller, mais c'est vrai que pour l'instant il a perdu un peu de gap, mais rien de rédhibitoire. Alors qu'Alexandre Bardinon lui vient d'écoper d'un drive-through pour le contact avec l'Audi du Vaporon Motorsport. Logique. 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 Le freinage était un petit peu raté. Attention, Olivier Jouffret qui attaque Julien Lambert par l'extérieur au freinage de l'épingle d'Adélaïde. Mais la Porsche de l'équipe AGS Evans reste pour l'instant devant l'exemplaire du Victime, l'équipe gersoise. Elles se ressemblent ces deux voitures en termes de livret en plus. Donc... Ils nous ont pas aidés sur ce coup-là. Bon, il y en a une avec une tendance un peu plus rouge que verte. Que verte, effectivement. Julien Lambert. Laurent Hurgon est au contact aussi avec la BMW du BMW Team France. On sait que le circuit Manicourt est assez propice au BMW. On l'a vu l'année passée avec le modèle Ecris, qui est l'ancien modèle qui était développé par un préparateur néerlandais. Et la force de la BM, c'est son accélération. Et regardez, on le voit ici. Ouais. Manicourt, c'est un petit peu le circuit à la maison en plus pour BMW Team France. Il est passé, Laurent Hurgon. Oui, en pneu quasiment neuf, la BMW va très très vite ici. Je pense que pendant au moins 10 tours, elle va être très performante, donc il faut qu'il en profite pour doubler un petit peu. Après, au bout de 10-15 tours, ça va commencer un petit peu à se dégrader et il faudra qu'il soit bien placé déjà au niveau du classement. Alors, vous dites d'un côté, il faut en profiter pour dépasser, d'un autre côté, il ne faut pas taper dans les pneus maintenant non plus, pour reprendre une expression qu'on entend souvent dans le paddock. Oui, après on peut forcer sur 2 virages, faire un gros freinage et bien accélérer, et ça peut suffire pour dépasser. Quand on a une BMW avec une grosse accélération, une belle vitesse de pointe, il suffit que le virage précédent la ligne droite, on fasse un beau virage en forçant un peu sur le pneu, et ça peut suffire à dépasser. Donc on n'est pas obligé de forcer pendant 2 tours d'affilée pour dépasser. Alors que là on a une sortie de piste d'une des Porsche de Racing Technology, la numéro 44. Christian Blujon. Ouais, qui doit épauler Pascal Hutto. Oui, alors que là, c'est l'Aston Martin du Génération AMR. James Appleby qui était dans le top 10, qui est 9e mais qui est parti. Team manager aussi de l'équipe, James Appleby qui remplace Laurent Hurgon et Julien Lambert qui sont allés au contact. Ça c'était peut-être pas tout à fait utile au freinage de l'épingle d'Adélaïde. Il reste devant Julien Lambert. J'ai pas compris là ce qu'il s'est passé. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts, notamment pas de crevaison sur la voiture. Toujours Sylvain Noël et Fabien Michal devant, mais regardez derrière la lutte entre Julien Lambert, leader du classement AM, et Laurent Hurgon. Et sur l'entrefaite, Stéphane, vous nous faisiez remarquer à l'image, nouveau meilleur tour en course. Voilà. Pierre a bien pris ses marques, ça y est, il a fallu 3-4 tours pour prendre confiance. Et là maintenant il est lancé, donc il va pouvoir remonter petit à petit. On voit qu'il a déjà raccroché l'Audi devant lui. Donc je suis sûr que Pierre va remonter d'ici la fin de son relais. L'Alpine numéro 36, donc on va revoir ici, regardez. Laurent Hurgon qui... C'est un peu d'intimidation en fait, tout simplement. Qui venait un peu tasser Julien Lambert qui n'a pas bougé en fait. Oui. Qui n'a pas bougé. Celui qui a plutôt quitté sa ligne, on est d'accord, c'est plutôt Laurent Hurgon. Sur le freinage, il a plutôt bougé un petit peu pour essayer d'intimider, mais ça aurait pu avoir des conséquences plus embêtantes au niveau des trains roulants. Oui, et même d'un contact qui aurait pu mal se terminer. Je suis assez d'accord avec vous. Heureusement, ça se termine bien, on le croit, on l'espère. En tout cas pour l'instant, en espérant que la voiture n'ait pas souffert. Olivier Jouffret, bien dans la bagarre, lui aussi avec Laurent Hurgon. Regardez comment la Porsche est juste derrière. Par contre, évidemment, avantage en vitesse de pointe, c'est plutôt pour la BMW qui, ce matin, lors des essais qualificatifs, alors qu'on a Yvan Muller très attentif, ici le patron du Yvan Muller Racing, qui va expliquer à Alexandre Bardinon que le premier freinage à Adélaïde, on ne peut pas freiner trop tard. Certainement, à son jeune pilote de 16 ans, il est vrai, et qui est donc un pilote qui Robert Consani et Olivier Jouffret, du coup, c'est un petit peu chaud là entre la Ginetta et la Porsche. Ah, ils se sont bien touchés là dans le virage d'Estoril. C'est Robert Consani qui a pris l'avantage sur la Porsche du Victime. Et pendant cela, Fabien Michal est revenu également sur Sylvain Noël. Et regardez, on va revoir. Il n'y a pas de touchette selon moi. Je pense qu'Olivier Jouffret est sur la ligne extérieure. Stéphane, quel est votre avis? J'ai pas bien vu, mais je suis pas sûr qu'il soit touché. Maintenant à l'extérieur, en voulant protéger sur Robert, il est un peu plus forcé et ça c'est pas passé. J'ai l'impression, après, selon l'angle de caméra qu'on avait évidemment, j'ai l'impression effectivement qu'il est plutôt sur la trajectoire un peu sale et qu'il perd l'arrière de la voiture. Mais il doit le perdre tout seul.
mais qu'il le perd tout seul. C'est votre impression aussi, Pas sûr qu'il y ait eu un contact avec Robert Consani. Donc ceux qui diront que Robert Consani a voulu forcer le passage, je n'en suis pas convaincu. Ici, on voit que Julien Lambert garde sa deuxième position. On va revoir ici, regardez. Oui, regardez, il est dans la poussière, on le voit bien. On voit bien la poussière qui... Ouf. Et finalement, beau car contrôle d'Olivier Jouffret parce que ça aurait pu se terminer dans le bac, ça. Donc on a un avertissement pour Laurent Urgon, suite au contact. Surtout Olivier a Olivier a fallu très peu de temps, à peine 3-4 dixièmes, pas de place. Donc c'était un avertissement sans frais et il a bien rattrapé la voiture. Oui, c'était un beau car contrôle et une belle manière de récupérer en effet. Et là il est passé Laurent Urgon, ça y est, qui a pu déboîter Julien Lambert, qui va se faire doubler probablement par Robert Consani aussi. Il reste le leader du classement des âmes, ceci dit, Julien Lambert. Le deuxième en âme, c'est la BMW que l'on a aperçue derrière, blanche et orange, de l'équipe 3Y Technologies. Mais il n'a pas envie de se laisser faire, hein, Julien Lambert, même si là Robert Consani du coup va tenter. Julien Lambert est là et Olivier Jouffret va en profiter. Olivier Jouffret va passer également. Christophe Hamon avec l'Audi pourrait en profiter aussi. Et juste derrière Christophe Hamon, on a Pierre Santinena qui est bien revenu également. Et pendant ce temps-là, les deux leaders qui se sont échappés évidemment. Robert Consani va-t-il attaquer directement Olivier Jouffret au freinage de l'épingle d'Adélaïde? Oui, il va passer à l'intérieur. Bien vu de la part de Robert Consani qui vient de gagner 2 places en doublant une Porsche dans l'Estoril et l'autre au freinage d'Adélaïde. Et puis une touchette avec Christophe Hamon. Il y a Julien Lambert qui est dans la bagarre. Là également Pierre Santinena, attention à Mickaël Petit qui est revenu avec la BMW aux couleurs orange également. Et bien c'est chaud là-bas à partir de la 4e position. 4e place maintenant pour Robert Consani. Olivier Jouffret serait 5e. 6e position pour je pense Pierre Santinena. Et Julien Lambert qui aurait perdu quelques... Non, c'est Julien Lambert qui est resté pour le moment derrière Olivier Jouffret. Il est donc 6e du général et leader en âme. J'ai l'impression que les Porsche perdent. Et ça c'est Olivier Estève, l'équipier d'Anthony Beltoise sur l'Audi numéro 21. Attention, est-ce qu'il n'est pas planté dans le bac à gravier? Est-ce qu'il a pu repartir? Oui, il a pu repartir. Olivier Estève, donc heureusement. Allez-y Stéphane. Oui, c'est juste que j'ai l'impression que les Porsche commencent un petit peu à faiblir parce que même devant Sylvain avait un bon gap et il commence à perdre un peu de temps. Donc j'ai un petit peu cette impression-là. Les Porsche qui seraient déjà en difficulté avec les pneus peut-être aussi? Grande difficulté non, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins efficace, que le train arrière est un peu moins stable dans les appuis, dans les gros appuis. On sait que le changement de hauteur de caisse de l'Audi lui a fait du bien, hein. On a pu le voir en qualification aussi bien en Q1 qu'en Q2. Donc du coup on a des Audi R8 LMS qui sont toujours un petit peu lourdes, mais du coup qui sont un petit peu plus agiles à piloter, un petit peu plus sympa pour les pilotes. Avec la grosse bagarre qu'il y a entre la 4e et la 9e place, il y a un bel écart qui se forme entre les deux premiers et la BMW et la suite du peloton. Ouais, par contre la BMW qui est en train de revenir, hein, messieurs, meilleur tour en course d'ailleurs pour Laurent Urgon qui revient pour l'instant sur Sylvain Noël et Fabien Michal. Mais en fait il a le champ libre, donc il peut vraiment attaquer comme il a envie, alors que devant il commence un peu à protéger, à perdre un peu de temps. Donc là il peut vraiment en 3 tours je pense revenir coller aux 2 voitures devant lui. La particularité de Laurent Urgon, c'est que c'est un pilote professionnel dans la vie, amateur dans la compétition, mais c'est un pilote. On voit ici d'ailleurs le clan BMW et Team France, pilote de développement des produits Renault Sport en fait. Donc c'est lui qui développe notamment la Renault Mégane RS entre autres choses, qui a signé plusieurs records à l'époque sur la Nordschleife du Nürburgring aussi, qui développe certains des produits compétition aussi d'ailleurs de Renault Sport comme la Clio Cup par exemple. C'est le cas de Pierre Santinena aussi, hein, qui travaille aussi chez Renault Sport et qui a beaucoup participé aussi au développement de l'Alpine notamment. On peut voir que la BMW de Laurent Urgon est en train vraiment de tout mettre là. Elle vient de faire le meilleur temps, meilleur premier secteur à l'instant. Il est vraiment en train d'attaquer. Oui, dans le premier secteur, il a repris 6 dixièmes aux 2 pilotes qui sont devant, qui sont peut-être un peu gênés, ceci dit, Sylvain Noël et Fabien Michal. Ou alors, comme vous le disiez il y a quelques minutes, Stéphane, la Porsche de Sylvain Noël qui serait peut-être en difficulté. Et derrière, Fabien Michal qui est un peu bloqué. En tout cas, la BMW revient, tant mieux pour la lutte. Et nouveau, meilleur tour en course d'ailleurs pour Laurent Urgon. 1:48.685, c'est bel et bien la BMW numéro 3 qui pour l'instant est la plus rapide en piste. Ouais, il y a un beau début de course aussi d'une autre BMW, hein, c'est celle de Mickaël Petit du team 3Y Technologies. Donc, qui vient épauler Romain Brandella et qui pour le moment est à une belle 8e place. Et qui a pris la tête de la catégorie des âmes puisqu'il a doublé Julien Lambert, retombé à la 10e position. On les a tous les deux en coude à coude. Ce sera
serait intéressant aussi, alors qu'on a les leaders ici. Allez, on se bat à la fois pour le leadership en Pro-Am et pour le leadership dans la catégorie des Am. On voit la BMW qui est vraiment revenue en un tour. Donc je pense que le tour suivant, il sera recollé à l'Audi et la Porsche. Ouais, c'est vraiment un circuit qui lui convient bien, hein, Manicourt, à la BMW M4. Bah, la BMW est vraiment assez haute au niveau de la hauteur de caisse, donc elle absorbe très bien les vibreurs. Et là, il y a beaucoup de gros vibreurs à prendre très vite, notamment les chicanes. Donc là, la voiture absorbe beaucoup et c'est ce qui fait aussi qu'elle est très rapide ici. Thomas, oui, Guénaël. juste un petit mot, vous devez le voir à l'image, mais on rentre à l'instant la Mercedes numéro 68 du team Yvan Muller Racing, à l'instant d'Alexandre Bardinon, qui a eu un contact en début de course tout à l'heure avec Daniel Diaz-Varela. Et je voulais en profiter pour vous dire que du côté justement du Vaporeau Motorsport, on a abandonné il y a quelques minutes de cela. Donc abandon pour les deux protagonistes malheureux. Merci Guénaël de ce premier tour et de ce premier passage par l'épingle d'Adélaïde. Pendant ce temps-là, en tête de la course, Sylvain Noël est en tête, Fabien Michal deuxième. Et regardez Laurent Urgon, comme vous le disiez, Stéphane Tribodini est revenu au contact maintenant. Un trio de tête désormais. Robert Consani qui limite bien les dégâts pour l'instant en 4e position. Et puis on a Olivier Jouffret 5e, Christophe Hamon 6e, Pierre Santilena 7e. Et la lutte pour le leadership dans la catégorie des Am avec Mickaël Petit et Julien Lambert. Avantage à Mickaël Petit pour l'instant. Face à Julien Lambert, ils sont 9e et 10e. Et attention à Fabien Michal qui est bien dans l'aspiration là de Sylvain Noël à la sortie de la courbe d'Estoril. Il va pouvoir attaquer cette fois-ci Fabien Michal. Direction Adélaïde, où c'est un entonnoir, on ne se rend pas bien compte, hein, Stéphane Tribodini. Mais en fait, on a vraiment l'impression que le mur se resserre ici. Ce n'est pas si étroit, si large, pardon. La piste est très large, jusqu'à peut-être 200 mètres du freinage. Et au fur et à mesure. Alors qui passe, hein, Fabien Michal, il a trouvé l'ouverture. Et au fur et à mesure, ça se resserre un peu, non ? Ça se resserre et il faut braquer vraiment tard dans l'épingle. Et on voit ici Fabien Michal qui est passé. Attention à la réplique de Sylvain Noël. Pas décidé à s'en laisser compter le pilote de la Porsche et qui reprend l'avantage. Bien vu avant la chicane du Nürburgring ici. La chicane dite Nürburgring. On remarquera d'ailleurs que sur le circuit de Nevers à Manicourt, on a nommé plusieurs virages en fonction de circuits bien connus. Estoril, Nürburgring, Imola. Adélaïde aussi qui accueillait à l'époque le Grand Prix d'Australie de Formule 1. Et on voit ici Laurent Urgon qui attaque Fabien Michal. Attention, il est dans l'herbe. Laurent Urgon qui vient remettre et s'intercaler à l'intérieur. Fabien Michal qui avait pris la tête pendant quelques centaines de mètres, qui s'en est fait déposséder par Sylvain Noël. Et on a vu entre-temps Laurent Urgon prendre la 2e position. Mais quel beau début de course, messieurs, dans cette épreuve du championnat de France FFSA GT. Oui, on peut voir aussi derrière que Robert Consani en profite de la bagarre de devant pour revenir aussi très fort. Donc je pense que la bagarre va se dérouler à 4 pilotes dans très peu de temps. Ouais, là, Laurent Urgon, il n'avait pas le choix. Il fallait revenir sur la piste. Fabien Michal qui ne lui avait pas laissé beaucoup de place. Les deux qui ont failli se toucher. Et bonne nouvelle, oula, il est au-delà des limites de la piste. Fabien Michal ici qui a mordu dans la poussière à la sortie de la chicane. Vous avez raison, on avait un trio. On pourrait avoir un quatuor bientôt. Oui. Ça ne peut être que mieux, évidemment, pour le spectacle. J'ai l'impression aussi que l'Audi, un peu comme les courses précédentes, est en train de bien user aussi ses pneus, qui commence à avoir déjà du mal, Fabien, au bout d'un quart d'heure de course. Et je pense que la BMW va pas tarder, à mon avis, à attaquer la Porsche à Adélaïde. Et le BMW Team France, du coup, qui est pour le moment sur le podium virtuel aussi en AM, puisque Elie Dubelli est 3e pour le moment, derrière Mickaël Petit et Julien Lambert. Donc on a des BMW quand même qui sont particulièrement à la fête. Ouais, la vitesse de pointe supérieure de la BMW qui permet à Laurent Urgon de passer devant, et sous les applaudissements du BMW Team France, qui permet de passer devant. Et attention, drapeau d'avertissement pour Laurent Urgon suite à ce léger contact avec Fabien Michal tout à l'heure. Stéphane, votre avis? Non, pour moi, il a fait ce qu'il fallait faire. Il n'avait pas vraiment la place. Il fallait bien qu'il récupère la piste. Donc pour moi, j'aurais fait pareil, je pense. Surtout qu'il a déjà eu un avertissement il y a peu de temps. Là, je pense vraiment qu'il va vraiment avoir un drapeau, en fait, le drapeau noir et blanc, qui est l'équivalent de la carte jaune au football. Oula, une Ginetta de la voiture de l'équipe GP34. Ouais, Guillaume Maillot, donc le team GM Sport qui fait course commune avec le GP34 by Gemo Motorsport, l'équipe qu'on a l'habitude de voir avec une Maserati et du coup qui fait l'impasse sur ce meeting de Manicourt parce que les pilotes sont retenus sur une autre course. Du coup, on joint les deux teams pour faire rouler cette Ginetta. Par contre, on a changé le numéro de la voiture en prenant le 34, ce qui va permettre à GP34 by Gemo Sport de marquer des points dans le classement des teams. Ouais, surtout qu'ils sont pas mal placés au classement AM, GP34 by Gemo Motorsport. Oui, ils sont 5e du classement des teams actuellement, notamment grâce à une victoire à Dijon. Retour en tête de la course.
avec Laurent Hurgon, Sylvain Noël, de nouveau attaqué par Fabien Michal qui a peut-être nettoyé ses pneus aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pneus un peu sales qui pourraient expliquer le fait que pendant un tour ça a été difficile, parce que le voici de nouveau en deuxième position, Fabien Michal. Et puis on va retrouver derrière Sylvain Noël, donc désormais il était troisième, il va passer quatrième parce que Robert Consani est passé devant. Il y a Michael Petit qui vient de faire un attaqué à la dernière chicane, c'est vraiment dommage. Et on a Guénel depuis la pit lane, je pense, Guénel Longy. Oui, je suis en compagnie de Julien Piguet qui a applaudissé il y a quelques instants les exploits de son coéquipier. C'est chaud quand même ce début de course. Il y a déjà eu un petit avertissement pour Laurent, c'est quand même un peu chaud. Oui, très chaud, on est hyper tendu dans le box. Un petit avertissement, c'est vrai que 2-3 fois là c'était limite. J'ai bien cru qu'on perdait la voiture à Adélaïde là, dans le petit contact avec la Porsche. Laurent fait un super relais. Je pense aussi qu'il tape pas mal dans les pneus. Donc je vais m'accrocher derrière. Donc une petite inquiétude pour vous. C'est quand même un circuit qui vous a toujours réussi. L'année dernière, c'était déjà le cas. Ouais, on va essayer de faire aussi bien que l'année dernière. Merci Julien. Et du côté de chez 3Y, on prend un petit peu la piste à contresens pour se remettre dans le droit chemin. Pas sûr que ce soit tellement bien vu par les commissaires. Ouais, après il y avait pas forcément. C'était peut-être plus sûr de faire comme il l'a fait là que. Voilà, mais on a vu effectivement par contre Michael Petit qui était en tête de la catégorie des AM et qui dès lors se retrouve en difficulté. Là c'est Robert Consani qui est à l'attaque derrière Sylvain Noël et qui vise désormais la troisième position. Robert Consani, est-ce que ça va passer devant Sylvain Noël? La descente vers le gros freinage du complexe du lycée, et effectivement ça passe pour Robert Consani qui passe au troisième rang. Sylvain Noël qui était parti depuis la première ligne et qui avait mené l'essentiel du début de course est donc retombé désormais à la quatrième place. Devant on a une BMW, Laurent Hurgon, une Audi, Fabien Michal, une Ginetta, Robert Consani, une Porsche avec Sylvain Noël, 4 marques différentes aux 4 premières places, une deuxième Porsche avec Olivier Jouffret en 5e position, Christophe Hamon c'est une Audi, il est 6e, Pierre Santinena sur l'Alpine est en 7e position, 8e position pour l'Aston de James Appleby, et puis on a Julien Lambert et Douglas Lundberg qui complètent le top 10, Julien Lambert qui reste le leader de la catégorie des AM, ce qui nous donne tout de même, messieurs, si j'ai bien compté, 6 marques différentes sur 7 dans le top 10. C'est beau, le GT4. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué pour les Mercedes, par contre, puisque les Mercedes, il n'y en a aucune dans les positions de tête. Pas dans le top 10, exactement, donc on a Jean-Luc Boblic 19e, Franck Le Herper 20e, et Benjamin Ricci sur la deuxième voiture du Team AKSP, lui est 38e. Et donc Alexandre Bardidon a abandonné, donc, et je pense même que celle de Benjamin Ricci est à l'arrêt aussi, puisqu'elle est... Ouais, elle est 38. 38e à 5 tours, Ouais, vous avez raison. Et un tête à queue pour Christophe Hamon. Tête à queue au niveau de Nürburgring. Alors on n'a pas vu le début de l'action, enfin je ne sais pas Stéphane si vous étiez attentif, moi je ne l'ai pas vu en tout cas, on regardait le classement, mais Christophe Hamon qui est 6e, on va revoir ici. Christophe Hamon qui se faisait attaquer par Pierre Santinena. On n'a pas vu le début de la manœuvre, mais je me demande si Pierre Santinena n'était pas en train d'attaquer Christophe Hamon. Et c'est vrai que du côté de Mercedes, donc les 7 marques représentées, il y en a 6 dans le top 10, sauf Mercedes, AMG, Jim Pla notamment, espère bien changer tout cela, lui qui prendra d'ici quelques instants le relais de Jean-Luc Boblic à bord de la Mercedes AMG de l'équipe AK-ASP. Je vous rappelle que ce duo est actuellement 2e du championnat avec 2 victoires pour Jim Pla et Jean-Luc Boblic. Une à Nogaro et une sur le circuit de Dijon. On l'a à l'image d'ailleurs, Jim Pla. C'est qu'avec déjà 30 secondes de retard, si je ne dis pas de bêtises, pour Jean-Luc, Jim va avoir quand même pas mal de boulot pour venir dans le top 5 au minimum pour marquer des points intéressants au championnat. Ça va être compliqué évidemment pour Jim effectivement. On va faire le changement le plus rapidement possible et le retard de Jean-Luc Boblic par rapport au leader. Est-ce qu'on est déjà dans la fenêtre de pit stop? Eh bien non, il faudra attendre 25 minutes. C'est entre la 25e et la 35e minute de course. Et là on a Pierre Santinena qui est bien revenu sur Sylvain Noël et Olivier Jouffret. Sylvain Noël, l'ancien vice-champion de la Porsche Carrera Cup France, de nouveau fidèle à Porsche ici avec son équipe Racing Technology. Premier Porsche pour l'instant, mais pour combien de temps encore? Parce qu'Olivier Jouffret, juste derrière, l'ancien pilote de la Clio Cup, est bien décidé à venir lui chercher ce qui est pour l'instant la 4e place. Moi je miserais peut-être plus sur Pierre derrière parce que les Porsche vraiment commencent à
à baisser un peu de ton. Et à mon avis, Pierre, lui, n'aura pas de problème avec ses pneus pour le moment. Et je le vois plus attaquer d'ici les 2 tours qui viennent avant son arrivée au stand. C'est l'éloge de la légèreté quelque part, hein, l'Alpine, un peu comme c'était le cas d'ailleurs pour la Ginetta. Oui, oui, complètement. Quand on a une voiture qui fait entre 150 et 300 kg de moins que les autres concurrentes, forcément sur la longueur d'un relais, sur 1 heure de course, il n'y a pas photo. En fait, ça va vraiment moins dégrader. Il y a moins de contraintes sur les pneus. Oui, il y a moins de poids. Donc que ce soit sur les gros freinages, les prises d'appui, la réaccélération, il y a moins de poids sur le pneu, moins de contraintes, donc il va moins s'user. Et du coup, suite à la petite figure de Michael Petit, évidemment le podium virtuel a changé en RAM, puisque bon, Julien Lambert est toujours en tête. C'est maintenant Didier Moreau sur une BMW, mais une BMW du team 3Y Technologie qui est 2e. Et Elie Dubelli sur la BMW du BMW Team France, lui, pour le moment, est 3e. Et 15e du classement général, Michael Petit est retombé 17e. Dommage, cette erreur pour Michael Petit, qui sur cette voiture numéro 50 est associé à Romain Brandella. Didier Moreau fait vraiment un très très beau début de course. Ouais, c'est vrai. Sur la 77, c'est une BMW également, preuve que les BMW fonctionnent bien ici. Alors qu'on en a une de moins au départ, on n'en a pas parlé en début de retransmission, mais la BMW du team L'Espace Bienvenu, partagée par Ricardo Van der Ende et Eric Debar, du coup est forfait pour le reste du meeting, puisque la voiture a connu une sortie de piste durant la séance qualificative de ce matin. Eric Debar qui a violemment percuté le mur des stands à la sortie de la chicane où il s'était fait surprendre. Dommage parce que Ricardo Van der Ende avait signé le meilleur temps des essais libres hier. Le néerlandais champion d'Europe GT4 que l'on aurait aimé voir dans la bagarre. Et également ce ne sera malheureusement pas le cas. Alors que Didier Moreau, on l'a à l'image, on vous en parlait juste à l'instant, la voiture du 3Y Technologie, donc qui passe à 4 voitures pour ce meeting de Manicourt. Il devrait en être de même pour Barcelone et pour le Paul Ricard. Donc, au sein du team français qui maintenant est basé au Paul Ricard, on met les bouchées doubles puisqu'on a maintenant une BMW M6 GT3 en Blancpain GT Series Sprint et maintenant 4 BMW en France et 3 BMW en championnat d'Europe. Et pour revenir à Ricardo Van der Ende, déjà le week-end dernier en Hongrie, sur la manche championnat européenne, il a déjà pas roulé du week-end. Donc ça fait quand même 2 week-ends d'affilée où il roule pas du tout. Et je pense que ça doit un petit peu commencer à le poser. Ouais, il a mis un petit message d'ailleurs tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il dit bon, maintenant il va falloir que ça se termine parce que 2 week-ends blancs là, ça commence à bien faire. Le pauvre Ricardo qui roule avec une McLaren dans le championnat d'Europe GT4. Effectivement, pas verni, lui qui était tout heureux d'avoir remporté une petite course de karting organisée pour les besoins d'une vidéo entre différents pilotes hier et qui était fier en disant le week-end commence bien et malheureusement il se terminera beaucoup moins bien. Retour de Fabien Michal, l'arrêt alors que l'on vient d'entrer dans la fenêtre pit stop, l'arrêt donc de l'Audi Saint-Éloque numéro 42, c'est Grégory Guilbert qui va prendre le relais. Fabien Michal qui occupait la 3e position en cette phase de course donc, non qui était même 2e puisqu'il était devant Robert Consani avant de rentrer dans la voie des stands. On va voir ce que peut faire Grégory Guilbert. L'arrêt également de la Porsche numéro 1 de Christophe Lapierre. On n'en a pas parlé beaucoup non plus de Christophe Lapierre, 14e pour l'instant du classement. C'est Mike Parisi, le champion en titre, qui va le relayer à bord de cette Porsche de l'équipe CD Sport. On s'est arrêté du côté de chez C, mais aussi avec l'Alpine de Nicolas Tardif qui doit céder son baquet à Sohail Ayari. Arrêt dans le clan AKSP, Jean-Luc Boblic avec Jim Pla qui va le relayer, vainqueur d'une course à Nogaro et d'une autre à Dijon, le duo Jean-Luc Boblic-Jim Pla qui est le duo Pro-Am par excellence puisqu'on a un ancien pilote de Formule 3 Jim Pla et puis un vrai gentleman driver Jean-Luc Boblic qui a une expérience colossale du championnat de France. Le team AKSP qui fait son retour cette année sur la scène nationale en complément d'un programme Blancpain GT Series. Oula, on a vu une BMW un petit peu au ralenti. Mike Parisi qui a doublé Enzo Guibert en fait. Je me demande si Enzo Guibert n'a pas oublié de désactiver le pit limiteur. Ouais, il était encore arrêté, limite à l'arrêt. On rappelle aussi, c'était... Ça a tapé. Ouais, et il y a une touchette et dans le clan AKSP on a relâché de manière un peu dangereuse très clairement la Mercedes de Jim Pla. On va revoir ce qui s'est passé. Regardez le mécano qui essaye de récupérer et puis Jim Pla qui repart et qui se fait toucher. Malheureusement, il va être pénalisé par Laurent Freinet. Alors, on va pas parler trop vite à la base de direction de course, mais on n'a pas trop de doutes sur la question, puisqu'il y a une règle évidemment qui est que la voiture ne peut être relâchée que dans des conditions de sécurité optimales. Peut-être, j'espère vraiment pas pour eux, mais là, voyant le contact, ça me paraît compliqué.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. La pénalité est possible, en tout cas. Un unsafe release, comme on dit en anglais. Donc le fait de relâcher la voiture de manière non sûre pourrait être pénalisé. On a à l'image Robert Cansagnier et Benjamin Lariche. On rappelle, Stéphane, que quand vous êtes dans la pit lane, quand les concurrents sont dans la pit lane, il y a un temps minimum d'attente entre l'entrée et la sortie. Oui, on a un temps d'attente qui varie selon les circuits, selon la longueur de la pit lane. Pour laisser le temps en fait aux pilotes de bien effectuer le changement de pilote et de bien se rattacher sans qu'il y ait de problème de sécurité sur la piste. Donc on annonce un drive-through pour la numéro 87, la voiture de Jim Pla. Je suis vraiment déçu pour eux parce qu'ils pouvaient encore remonter quand même assez bien avec Jim Pla durant la course, mais là ça va être plus compliqué. Ils étaient rentrés dans les points lors des 6 premiers rendez-vous, Jim Pla et Jean-Luc Boblic. Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans les points aujourd'hui? Là ça va devenir, comme vous le disiez, très compliqué. Jean-Luc Boblic qui était juste dans le top 20, mais si Jim Pla doit en plus purger un drive-through, alors qu'on a à l'image Benjamin Lariche qui est attaqué ici par Grégory Guilbert. Grégory Guilbert qui va tenter de faire l'extérieur à Benjamin Lariche pour reprendre l'avantage, voilà qui est fait au freinage de l'épingle d'Adélaïde. Pour information, un drive-through ici c'est environ 20-25 secondes. J'en ai fait expérience l'année dernière en course, donc je me rappelle bien de ce temps-là. Donc c'est quand même la pit lane, je pense, la plus courte du championnat. Donc c'est un temps perdu, mais qui pourrait être moins... 20-25 secondes tout de même, oui. J'ai un petit doute qu'on en reparle, mais je pense que c'est autour des 15-20 secondes peut-être. Ouais, plutôt 15-20 parce qu'on a eu un drive-through dans une des courses de support tout à l'heure qui avait duré, je pense, plutôt une quinzaine de secondes. Qui avait coûté une quinzaine de secondes, je pense. À confirmer toutefois. Donc on va voir ce que Jim Pla peut faire. C'est vrai que c'est une pit lane qui est un peu plus courte. Oui, elle est très courte. Donc oui, ça peut être le désavantage est moins grand. L'année dernière, j'en ai fait l'expérience. J'étais en tête en championnat, enfin dans la course en amateur. J'ai fait un drive-through, j'ai quand même pu regagner ma première place sur la course. On voit Douglas Lundberg, le Suédois, qui est relayé maintenant par Pierre Courroy à bord de la Ginetta numéro 7 de l'équipe Speedcar. On poursuit évidemment le bal des arrêts. Difficile de savoir qui est où pour l'instant. Dans le clan du BMW Team France, Laurent, apparemment, on a décidé de reculer le moment de l'arrêt. Thomas, non, elle est au stand la 3. Elle est en train de requitter les stands à l'instant avec Julien Piguet à son volant. Ah, merci Guénel. Ok, on n'avait pas vu la mention que cette voiture est rentrée. Mais voilà, c'est fait. On est pile à la mi-course, évidemment. On va essayer du côté des équipages pro-am de laisser le pilote pro le plus longtemps possible dans la voiture, puisque l'on suppose qu'il est plus rapide. Mais regardez, Julien Piguet qui va repartir derrière Greg Guilbert et derrière Benjamin Lariche. Donc on a perdu la tête de la course dans le clan du BMW Team France. Avantage pour l'Audi Saint-Éloque et pour la Ginetta de l'équipe Speedcar pour l'instant. Et derrière on a, est-ce que c'est toujours Sylvain Noël qui serait au volant? On a une des Porsche de l'équipe Racing Technology, mais je pense qu'elle n'est pas dans le même tour, celle-là. Si, elle est dans le même tour, pardon, c'est Jimmy Antunes qui est juste derrière en 4e position. Donc on a tous les leaders qui sont là avec Greg Guilbert. Et vous avez vu que Julien Piguet n'a pas mis longtemps pour doubler Benjamin Lariche. Il a profité de la meilleure vitesse de pointe de la BMW pour directement attaquer Adélaïde. Ça c'est pas mal, il faut être chaud dedans tout de suite. Guénaël, à vous. Un petit mot juste pour vous dire que Jim Pla vient de repasser par la voie des stands pour faire son drive-through à l'instant. Merci Guénaël. Eh bien on va savoir où il va repartir. Jim Pla, il doit un peu croiser les doigts maintenant, espérer peut-être un incident de course et pourquoi pas une neutralisation. Ça pourrait bien faire ses affaires parce qu'à la régulière le retard va être conséquent. L'arrêt de la Porsche AGS Evans numéro 25 qui avait animé le début de course avec Julien Lambert. On a vu Julien Lambert sortir de la voiture en hochant de la tête de manière négative. C'est vrai que ça s'est un peu bousculé au début. C'est Nicolas Gomard qui va prendre le relais de Julien Lambert, un équipage qui peut néanmoins toujours viser un bon résultat, je pense. Je voudrais aussi souligner le très bon début de course de la 666, la Ginetta du team CMR, qui était 3e en amateur avant l'arrêt au stand. Donc ils ont fait un très beau début de course. À suivre la voiture de Jérémy Raymond et de Wilfried Casalbon, pardon. Les pilotes AM sont tous évidemment dans les stands là. Aussi bien Julien Lambert, Didier Moureux, Jérémy Raymond, Stéphane Bremard sur la Porsche Foxo, Franck Le Herper sur la Mercedes du team d'Yvan Muller et Cyril Salels qui roule en solo sur la Porsche du Cool Racing. Je pense qu'il faut surveiller attentivement la remontée de Soya Yari qui est en train d'exploser tous les secteurs et le chrono. À mon avis, il va vite remonter. On a une voiture qui était dans le bac à gravier. C'est une BMW. Et c'est celle de Romain Brandella et de Mickaël Petit qui était un moment en tête dans la catégorie des AM. Ah, pas de chance pour cette BMW M4 de l'équipe 3Y Technologies. C'est Mickaël Petit qui était toujours au volant, semble-t-il, de cette voiture.
Et l'arrêt de la numéro 9 aussi malheureusement, qui est la voiture de Élie Dubelier et de Laurent Fresnel, la voiture du BMW Team France, Thomas, qui s'arrête ici. Oui. je pense que c'est la voiture qui a touché tout à l'heure avec Jim Pla à la sortie des stands, hein, parce qu'il venait juste d'effectuer son arrêt. Vous avez tout à fait raison, c'est celle-là, c'est la BMW numéro 9. Elle était 3e avant les ravitaillements, avant le changement de pilote, hein, cette BMW, donc c'est un dommage pour le BMW Team France qui peut maintenant plus compter que sur la voiture de Julien Piguet. Alors normalement, lors du prochain passage, on devrait avoir le classement tel qu'il est réellement, c'est-à-dire Grégory Guilbert en tête, Julien Piguet, vous l'avez à l'image, en 2e position, Benjamin Lariche, on le voit, 3e sur la Ginetta, 4e position, on l'a aperçu en arrière-plan, c'est Jimmy Antunes sur la Porsche, et puis on a derrière Pierre-Alexandre Jean sur l'Alpine numéro 36 et Éric Trémoulet sur la Porsche numéro 64. Ça veut dire que les leaders sont là, tous groupés pour l'instant. Voilà les 6 leaders, voilà qui pourraient nous valoir une fin de course absolument passionnante dans cette première épreuve du championnat de France FFSA GT ici sur le circuit de Nevers-Manicourt, avec les avantages des uns et des autres, c'est-à-dire une vitesse de pointe supérieure pour la BMW, la vitesse intrinsèque sur un tour pour l'Audi, la légèreté et les pneus peut-être en meilleur état pour les Ginetta et l'Alpine. Donc on aura vraiment la chance ici de vivre une fin de course qui s'annonce absolument passionnante. On a ici Pierre-Alexandre Jean qui est en 5e position. Pierre-Alexandre Jean qui flash ici derrière Jimmy Antunes pour peut-être aller prendre la 4e position. Est-ce qu'il va pouvoir doubler avant l'épingle d'Adélaïde Pierre-Alexandre Jean? Eh bien non, finalement il est derrière et ça nous permet d'aller dans la voie des stands et de rejoindre Guénel, Longy Guénel. Oui, en compagnie de Robert Consani, très beau relais hein, Robert, avec une qualif 8e, vous avez rendu la voiture en 3e position à Benjamin avec des beaux dépassements. Ouais, on a un peu souffert en qualification, mais c'est comme ça, c'est le jeu, on l'accepte. Et j'ai essayé de rouler assez vite. Je pense que j'ai un peu tapé dans les pneus dans la voiture, j'ai fait quelques dépassements un peu compliqués. Ça s'est plutôt bien passé, on roule de toute façon avec des pilotes qui ont un super bon niveau, donc c'est plutôt pas mal, je suis content de moi. J'espère que Ben va faire les consignes qui lui ont été demandées, c'est-à-dire de ramener la voiture devant la Mercedes qui est derrière nous au championnat, parce que c'est notre seule priorité. C'est justement ce point que j'allais aborder. Vous avez connu un week-end un petit peu difficile à Dijon, ce qui était moins le cas pour Aka. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une course un peu plus difficile pour vos adversaires au championnat. L'objectif, c'est d'aller chercher des gros points aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour eux. Apparemment, il y a eu un petit accrochage dans les stands entre celle d'Aka et une autre voiture. Tant mieux, la roue tourne, on va dire. Merci Robert. Ouais, et la Mercedes à KSP, on en parle justement alors qu'à l'image on a Pierre-Alexandre Jean qui attaque Jimmy Antunes qui a commis une petite erreur, et c'est Éric Trémoulet, l'ancien double champion de la Clio Cup France, qui pourrait peut-être en profiter. Non, finalement on garde l'ordre tel qu'il était, Jimmy Antunes devant Pierre-Alexandre Jean et Éric Trémoulet. Alors justement l'équipe AK, on en parlait, voilà Pierre-Alexandre Jean qui s'intercale à l'intérieur, ça paraissait presque facile ce dépassement à l'intérieur du virage d'Estoril. On a une tenue de route un peu supérieure semble-t-il pour l'Alpine à ce stade de la course, et avec l'usure des pneumatiques. On a vu Sylvain Noël qui se battait bec et ongle aussi en début de course, donc j'imagine que la Porsche a dû souffrir au niveau des pneus aussi. Une vitesse de pointe supérieure, mais qui n'a pas permis à Jimmy Antunes de passer devant le jeune Pierre-Alexandre Jean, 17 ans seulement, 17 ans, et déjà vainqueur notamment d'une course du championnat d'Europe GT4 avec vous Stéphane Tribodini. C'était sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'était un super souvenir de gagner en championnat d'Europe à Spa avec l'Alpine, c'était vraiment un super week-end. Une semaine avant les Total 24 heures de Spa en plus. Oui, on ne pouvait pas rêver mieux, et c'était plutôt pas mal. On n'imaginait pas aller là-bas avec l'Alpine qui venait se faire sa 2e seulement sortie. Pour viser les 2 pole positions, la victoire, c'était vraiment un week-end complet. Parce qu'il faut encore un petit peu de temps pour équilibrer la voiture par rapport à la balance de performance, parce que forcément ça manque de données. Bien sûr, et donc, en fait quasiment à chaque roulage jusqu'à présent, après les qualifications, la course ou autre, on avait des ajustements de bob qui étaient réalisés. Donc c'était compliqué d'avoir le bon setup en course par rapport à ces ajustements qui étaient faits. Alors Stéphane, vous avez 34 ans, ça veut dire que Pierre-Alexandre a exactement la moitié, 17. Pourtant, en termes d'expérience de sport auto, qui en avait le plus finalement? Je pense qu'il en avait un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, parce qu'il a dû faire 2 saisons de Formule 4 avant, un petit peu de karting, mais très peu, peut-être 6 mois je crois. Donc moi j'avais aussi 2 ans d'expérience avant ça, donc on a à peu près la même expérience je pense. Vous avez été surpris par sa maturité à 17 ans?
Oui, bah, clairement au départ, pendant l'hiver, quand on m'a dit que j'allais peut-être rouler avec Pierre-Alexandre qui avait 17 ans, je me suis dit ok, il va être sûrement très rapide. Maintenant j'attends de voir sur les durées d'une course parce que c'est ce qu'il faut aussi en GT4, il faut vraiment ramener la voiture à l'arrivée. Et en fait, dès les premiers tours de roue, j'ai vu qu'il était très consciencieux, qu'il faisait attention, qu'il avait un pilotage qui est très propre aussi. Donc ça aide aussi qu'on a un pilotage propre à faire moins d'erreurs. Et pour l'instant, depuis le début de saison, il a fait, je pense, aucune erreur en course. Donc je suis assez impressionné à cet âge-là d'être aussi mature et même s'il est un peu des fois fougueux, il arrive à se contrôler en course pour tout le temps faire ce qu'il faut avec la voiture. Donc c'est vraiment prometteur. Allez, on va voir s'il peut aller chercher une place sur le podium. Pierre-Alexandre Jean, il est 4e en tout cas pour l'instant, à 3 secondes environ de la Ginetta de Benjamin Lariche. Et là, on a à l'image Nicolas Gomard, leader de la catégorie des âmes, avec la possibilité d'aller chercher une 3e victoire. Et derrière, plus loin, pardon, c'est chaud également. Là, on est dans le top 10 avec Sohail Ayari qui double ici Matthew George, le pilote Aston Martin, pour prendre la 8e position. Attention aussi à Sohail Ayari qui est extrêmement véloce, preuve que les Alpines A110 GT4 se comportent bien pour l'instant. Pierre-Alexandre Jean a pris la 4e position. Sohail Ayari, le multiple champion de France, lui qui a été dans toutes les catégories. Vous savez que Sohail Ayari est le dernier champion de France avec une voiture française. Oui, je le savais, on a déjà donné l'information, je crois que c'était avec une Peugeot en Super Tourisme. Oui, c'est ça, en 2005, effectivement, avec les Peugeot 407 Super Tourisme. Il avait déjà été champion 2 fois auparavant avec les 406 aussi, hein, mais quel palmarès, évidemment, pour Sohail Ayari, ancien vainqueur du Grand Prix de Macao, de Formule 3, notamment, lui qui a roulé en F3000 par la suite, qui aurait peut-être pu accéder à la Formule 1, il n'en était pas loin en tout cas, et puis qui a été champion aussi en LMS, en Le Mans Series, dans la catégorie GT1, entre autres choses. On a une pénalité d'1 seconde hein, pour ne pas avoir respecté la fenêtre au niveau du changement de pilote pour une des Porsche du team AGS Events. La numéro 72 de Christophe Carrière et Didier Dumaine, donc Didier Dumaine hein, qui fait ses débuts ce week-end en championnat de France FFSA GT. On a une nouvelle pénalité maintenant, c'est pour la numéro 71, donc décidément, pour la Ginetta du team de Nicolas Schatz, avec là, ce coup-ci, 2 secondes de pénalité. Pour les vainqueurs de Dijon, malheureusement, on retourne dans la voie des stands, ou plutôt dans les garages, en compagnie de Guénaël Longy. Guénaël avec le leader de la catégorie des âmes. Oui, avec un début de course un petit peu mouvementé. Julien Lambert sur la grille d'abord, hein, où ça a été un petit peu la panique. On en parlait avec Nicolas Gomard justement quand vous veniez de vous équiper. Et puis ça a été chaud aussi le départ pour vous. Hein. Oui, c'était un départ un peu musclé. J'ai pris un très bon départ, j'ai réussi à gagner 3 places sur les premiers virages. Après, c'était un petit peu délicat, j'ai un peu trop tapé dans les pneus et j'espère que Nicolas va réussir à finir la course parce que je lui ai pas mal dégradé l'auto et c'était vraiment difficile à conduire. Donc petit à petit, on a lâché un petit peu les places, on essaie de garder la première position en âme. Et voilà, et maintenant, je crois que Nicolas est encore en tête, mais que ça revient fort derrière. On a beaucoup usé les pneus et moi le premier, donc j'espère qu'il m'en voudra pas et puis qu'on va tenir la victoire jusqu'au bout. Quoi. Merci beaucoup Julien. Juste un petit mot messieurs pour vous annoncer aussi l'abandon de la BMW numéro 50 de Romain Brandella et de Mickaël Petit il y a quelques instants. Merci Guénaël, suite à la sortie de piste certainement de Mickaël Petit qui avait perdu quelques tours dans un bac à gravier. Ça ne vaut probablement pas la peine non plus de continuer. Alors dans le classement des âmes, Julien Lambert disait ça revient derrière. Et bien pas tant que ça finalement, Alain Grand sur la BMW numéro 77 qui est à 7 secondes depuis 2 tours je pense maintenant. Donc l'écart est stabilisé. Nicolas Gomard et Julien Lambert déjà leader de ce championnat âme et qui pourrait réaliser une bonne opération par rapport à Rodolphe Walgren, seulement 4e pour l'instant dans ce classement des pilotes amateurs. Rodolphe Walgren qui depuis le début de l'année, soit il a gagné, soit il a abandonné. Il a fait ça partout, sur tous les circuits. À Nogaro, une victoire, un abandon. À Pau, une victoire, un abandon. À Dijon, une victoire, un abandon. Donc ça pourrait être la première fois qu'il marque des points autre qu'une victoire. Peut-être Rodolphe Walgren sur la Ginetta numéro 4. Il est pour l'instant 17e du classement général et donc 4e du classement des âmes. Retour ici avec Sohail Ayari qui est en lutte. Sohail Ayari avec Lonnie Martin. C'est qui va passer d'ailleurs pour la 7e position. Ils se sont légèrement touchés. Sohail Ayari en pleine remontée. Pour l'instant, le septuple champion de France, que ce soit en Super Tourisme, que ce soit en GT aussi, notamment à l'époque de l'impressionnante Saline. Sohail Ayari qui fait équipe avec Nicolas Tardif depuis quelques temps maintenant. Ils ont eu un début de saison difficile avec une 5e place comme meilleur résultat sur le circuit de Nogaro. C'est faible hein, évidemment pour un pilote comme Sohail Ayari qui avait
pourtant signé la pole position là-bas à Nogaro, mais la réussite n'a pas été trop de leur côté depuis le début de cette année. Au niveau des âmes, je vois bien Rodolphe et Wilfried devant, qui est troisième avec la Ginetta aussi, commencer à revenir petit à petit sur les deux leaders qui sont donc Nicolas Gomard avec la Porsche et Alain Grand sur la BMW. Donc c'est Wilfried Casalbon dont vous parliez, la Ginetta 666 que l'on avait vu dans la pit lane tout à l'heure. Il est en train de prendre ses marques, il ne connaissait pas le tracé avant ce week-end. Et chaque séance d'essai ou de qualification, il s'est amélioré. Et là, je pense qu'il tient un petit peu les bons réflexes ici. Et Wilfried, avec aussi Rodolphe Valgren qui est pas loin derrière, vont peut-être pouvoir remonter, se tirer un petit peu dans la remontée. Et vous savez en plus vous ce qu'il en est de rouler tout seul comme Rodolphe Valgren, puisque vous l'avez fait l'année passée. Du coup, c'est quoi? C'est un avantage de rouler tout seul, puisqu'on connaît bien la piste, il n'y a pas de changement de pilote, il y a moins de stress. Oui, c'est forcément un léger avantage, surtout par rapport à l'état de grip de la voiture. Quand on repart, on sait exactement où on en est. Donc on peut être de suite dans le rythme. Je dirais que c'est un gain de temps peut-être de 2, 3, 4 secondes pour un amateur par rapport à tout ça, cette mise en place. Et vu que c'est pour des gentlemen, puisqu'il n'y a que dans la classe AM on peut rouler en solo, du coup au niveau physique, est-ce que ça tient assez facilement? GT4, c'est pas encore des voitures trop physiques à piloter, surtout la Ginetta qui est assez légère et assez facile à conduire. Maintenant, il faut quand même une bonne condition physique pour pouvoir tenir une heure, mais on est quand même loin de ce qu'on peut avoir en monoplace dans les prototypes. Et on a à l'image la Porsche numéro 25 de Nicolas Gomard, le leader. Julien Lambert qui avait pris le départ tout à l'heure, Nicolas Gomard désormais. Et donc au volant, Romain Monti que l'on voit revenir derrière sur la BMW numéro 100 est engagé en Pro-Am. Donc on rappelle qu'il y a deux classements tout à fait distincts entre les Pro-Am d'une part, les AM d'autre part. Je suis assez impressionné par les 4-5 premiers qui se stabilisent vraiment au niveau des écarts, avec l'Audi qui dégrade finalement pour l'instant pas les pneus, la BMW qui tient bien aussi le rang, et derrière la Ginetta et l'Alpine où on aurait pensé qu'ils allaient quand même pouvoir commencer à remonter assez fort. Pour l'instant ça remonte pas, donc on va voir sur le dernier quart d'heure, ça va sûrement un petit peu jouer, mais pour l'instant je suis surpris de la dégradation des pneus. Oui, vous avez raison, et Grégory Guilbert est même plus rapide que Julien Piguet pour l'instant, 3 secondes 9 d'avance. Greg Guilbert qui doit avoir retenu la leçon de Dijon, où il avait perdu la victoire pour 46 millièmes de seconde, je pense. Nicolas Schatz qui l'avait débordé dans le tout dernier virage, la courbe de Poisse, ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas eu de victoire Audi jusqu'à présent, alors que les Audi ont déjà signé 5 pole positions. Et bien voilà, on pourrait avoir une première victoire Audi d'ici quelques instants. On vient de voir Nicolas Schatz, je crois, qui était dans le gravier. On n'a pas eu à l'image, malheureusement. Alors que la 666 écope d'une pénalité pour 1 seconde. Donc ça va changer. Donc du coup le podium dans la classe AM, la voiture de Wilfried Casalbon. Je suis vraiment déçu pour eux là. Ah oui, Wilfried Casalbon et Jérémy Raymond, stop and go pour 1 seconde. Alors expliquez-nous Laurent, pourquoi stop and go pour 1 seconde? Pour ne pas avoir respecté la fenêtre au niveau du changement de pilote. Donc ça veut dire qu'ils vont s'arrêter 1 seconde et repartir. Donc voilà. Il faut vraiment respecter ce temps minimum d'arrêt dans la voie des stands. Et on voit ici Grégory Guilbert qui est dans le trafic. Je vous le disais, il doit avoir soif de revanche, notre ami Greg Guilbert. Toujours pilote d'essai et de développement de Peugeot Sport à 16h. Lui qui avait notamment beaucoup roulé à l'époque avec la Peugeot, la fameuse Peugeot 208 Pikes Peak, avec laquelle Sébastien Loeb avait signé le record de la course de côte de Pikes Peak dans le Colorado, l'une des voitures les plus impressionnantes. Et regardez Greg Guilbert qui se défait du trafic, c'est pas toujours évident et ça doit mettre les nerfs de son équipier à rude épreuve à mon avis. L'équipier de Grégory Guilbert, c'est Fabien Michel et il est avec vous Guenel. Oui, Fabien qui surveillait de très près les écrans il y a quelques instants et qui me confie que c'était un petit peu le moment là où tout pouvait basculer. Vous savez que la gestion des pneumatiques c'est capital, ça vous a un petit peu manqué à Dijon, est-ce que là ça va le faire Fabien? Écoute, dernier coup tu m'as posé la question, je dis je croise les doigts, maintenant je sais pas quoi dire. Non, on a un step dans les 10 prochaines minutes qui vont être compliquées. Si Greg arrive à tenir le rythme comme ça, ça devrait le faire, mais attention quand même, on a un effondrement des pneus dans les 10 dernières minutes, donc on croise les doigts ce coup-ci et pour bon, j'espère que ça va nous sourire cette année. Alors Greg disait sur la grille, on n'a pas encore trouvé la solution pour vraiment arriver à gérer un peu mieux ses pneus. Qu'est-ce que vous faites au volant pour justement essayer de lui rendre la voiture dans des conditions les plus faciles pour son deuxième relais? On a pu le voir dans le départ, aujourd'hui un départ très prudent, avec des montées en pression. On fait attention à la montée de pression, que quand j'arrive ici, que les pneus soient optimum et que Greg puisse les aller à fond, optimiser la voiture. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Fabien. Oui, merci effectivement Fabien Michel qui n'a pas forcé. Alors,
Il disait Stéphane, et là on va avoir besoin de votre retour de pilote, il dit faire monter les pneus en température tout doucement, ça veut dire quoi? Ne pas attaquer directement, ne pas abîmer le pneu ou le faire monter trop vite peut-être en pression? C'est ça, au fait il faut bien chauffer le pneu de manière linéaire parce que le pneu n'aime pas forcément des gros pics de chauffe. On va dire qu'après quand on arrive à bien le faire chauffer progressivement, normalement il tient mieux dans le temps, il va moins avoir de surchauffe. D'accord, c'est apparemment ce qu'a fait et bien fait semble-t-il pour l'instant. Merci Stéphane, ce qu'a bien fait Fabien Michal puisque Grégory Guilbert est en mesure pour l'instant de tenir le rythme. Alors il a perdu du temps sur le dernier tour mais on a vu qu'il avait été pris quelque peu dans le trafic. C'est maintenant Julien Piguet qui va devoir doubler ses concurrents qui se font prendre un tour. Et Julien Piguet qui va devoir surveiller derrière le retour de Benjamin Lariche qui est revenu pratiquement dans le sillage de la BMW numéro 3. Ouais, 7 dixièmes entre la BMW de Julien Piguet et la Ginetta de Benjamin Lariche. Ça a bougé également dans la classe A, puisque Nicolas Gomard est toujours en tête, mais maintenant c'est Rodolphe Walgren qui est deuxième donc sur la Ginetta, et troisième place pour Alain Grand sur une BMW de 3Y Technologie. Et Rodolphe Walgren qui va faire mieux que limiter les dégâts finalement par rapport à Nicolas Gomard et Julien Lambert. Même si effectivement ce n'était probablement pas le résultat espéré pour Rodolphe Walgren qui partait, il faut quand même le rappeler, depuis la dernière position sur la grille de départ, puisqu'il partait en 20e ligne, 39e position, Rodolphe. Alors, on sait que les Ginetta en plus sont très agiles en fin de course, c'est pas vous Stéphane qui allez nous le prouver le contraire. Par contre maintenant là, Benjamin Lariche qui se rapproche de Julien Piguet, le plus dur va commencer pour lui parce qu'arriver à dépasser une BMW ici c'est très compliqué, surtout un pilote comme Julien Piguet qui est très expérimenté. À mon avis, même s'il va recoller à la BMW, il va mettre beaucoup de temps pour arriver à passer. Parce que la BMW a plus de vitesse de pointe en fait. C'est ça, elle a vraiment beaucoup plus de vitesse de pointe, donc il suffit, on va dire, entre guillemets, de protéger un petit peu en virage, et après en ligne droite on va garder 50 mètres de marge au freinage qui suit, donc c'est très compliqué, il faut l'amener à la faute dans le virage en fait. Ouais, ceci dit, Benjamin Lariche qui ne va pas prendre de risque. On a bien compris la stratégie tout à l'heure. Robert Consani le disait au micro de Guénel Longy. Objectif, terminer devant la Mercedes AKSP de Jim Pla et de Jean-Luc Boblic. Une Mercedes qui pour l'instant pointe à la 19e position du classement, notamment suite à son drive-thru. Qui déjà sans le drive-thru à mon avis serait difficilement rentré dans les points. Mais évidemment le drive-thru ici va probablement sortir cette voiture des points. Alors on doit retirer 3 concurrents âmes, donc elle est 16e en réalité du classement Pro Am pour l'instant. Et encore faut-il aller gagner suffisamment de positions. Ça va être compliqué en 10 minutes bien sûr. Là on a Pierre-Alexandre Jean à l'image qui est en 4e position. Pas tellement loin lui non plus finalement de Julien Piguet et de Benjamin Lariche. Il reste 10 minutes dans cette épreuve et on peut compter, attention, Pierre-Alexandre Jean qui s'est offert une petite chaleur là dans cette chicane qui reste décidément un endroit délicat, Stéphane. Oui, en fait, c'est un endroit où on peut gagner quand même beaucoup de temps en coupant. Maintenant, l'Alpine est plus agile que la Ginetta sur les vibreurs, mais pas encore au niveau des BMW et des Porsche. Donc il faut attaquer comme il l'a fait, mais avec les pneus usés, il y a moins de grippe. Et ce qui est arrivé là, on a vu une belle glisse. Il a perdu bien 4-5 dixièmes, je pense. Mais je pense qu'il aurait pu perdre le contrôle de la voiture aussi. Complètement. Après, la voiture, heureusement, elle est assez légère, donc elle n'embarque pas trop. On arrive à la reprendre facilement par rapport à une BMW comme tout à l'heure qui faisait une tonne 5, il a eu du mal à la récupérer. On a à l'image Pierre-Alexandre Jean et dans la voie des stands, on va retrouver avec Guénel Longy évidemment son équipier Pierre Sancinena. Oui Pierre, un beau premier relais pour vous et là les chronos de Pierre-Alexandre sont vraiment très bons. Est-ce que vous pouvez aller chercher ce premier podium? Il va tout faire pour y aller PA, j'ai vraiment confiance en lui. Le premier relais était pas mal, malheureusement dans les 2 premiers tours on a eu un petit souci technique de puissance moteur, ce qui fait qu'on passe 7 ou 8 dans les premiers tours. Ensuite compliqué de se défaire du paquet, les chronos étaient bons, la voiture marche super bien. Donc PA va remonter sur le podium, j'en suis sûr. Merci beaucoup Pierre, bonne fin de course. Il est confiant, Pierre Sancinena est confiant et voilà l'explication en fait du début de course apparemment. Oui. Petit problème pour cette Alpine qui est encore jeune finalement, qui est en début de développement. Oui c'est ça, l'Alpine malheureusement elle a peut-être pas eu assez de kilomètres avant de faire les premières courses à Dijon ou à Spa. Donc en général nous on a quand même eu très peu de problèmes depuis le début de saison en course. Maintenant voilà, c'est un petit souci qui s'est réglé heureusement en roulant sans devoir faire un arrêt au stand, donc c'est un moindre mal. Et malgré tout, il est quand même en passe de pouvoir venir approcher le podium si la fin de course. Mais on sait qu'il reste plus que 7 minutes, donc ça va être quand même assez court pour venir titiller la BMW. Une Alpine qu'on pourrait voir en début d'année 2019 sur une course d'endurance, puisque du côté de chez
de chez CMR, on étudie une possible participation aux 24 heures de Dubaï, donc pas forcément évidemment pour gagner dès la première année, mais pour emmagasiner de l'expérience, pour faire rouler cette voiture sur des courses de plus d'1 heure, parce que je pense que Stéphane va pouvoir nous le confirmer, mais cette voiture pour l'instant elle a fait que des courses d'1 heure. Donc on aimerait bien aussi faire rouler cette voiture un petit peu plus longtemps pour essayer de voir ce qu'elle peut donner sur une course d'endurance. Ça me paraît un petit peu obligatoire maintenant pendant l'hiver de faire beaucoup de développement par rapport à la fiabilité, et une course de 24 heures forcément c'est là où on apprend, parce qu'on a beau dire les essais c'est important, mais la course c'est encore à notre niveau, surtout à Dubaï il va faire quand même très chaud, donc la voiture va être très sollicitée, il y aura sûrement d'autres petits problèmes qui vont arriver pendant la course, mais ce qui est un peu prévu finalement pour vraiment en un seul week-end de course peut-être gagner 3 mois de développement en essai par rapport à l'usure des pièces et les éléments qui peuvent. Et vous pensez que c'est une voiture on sait qu'elle est taillée pour le sprint, mais qui peut aussi avoir son mot à dire en endurance? Oui, complètement. Déjà, de par sa conception, encore une fois, par rapport au poids, donc elle va moins user les consommables que les autres voitures, moins contraindre aussi toute la partie châssis. Donc pour moi, elle a tout pour réussir. Il faut juste un petit peu de tests en plus pour arriver à... Parce que tout marche bien, mais je suis convaincu que l'année prochaine, au début de la saison de GT4, elle sera complètement fiable. Et vous sentez bien l'engouement autour de la marque Alpine, parce que tout le monde parle que de l'Alpine et tout, et du coup, vous l'avez fait briller à Spa. Et du coup, il y a vraiment un engouement autour du retour de la marque en compétition. C'est sûr que c'est une marque mythique Alpine que toutes les personnes qui ont entre 40 et 60 ans connaissent très bien de l'époque. Donc on est très content de la voiture, du produit, et forcément il y a beaucoup de gens qui étaient proches de la marque à l'époque, qui espéraient pas forcément même un retour à un moment donné. Ils sont très contents de l'avoir. En plus, ils ont bien respecté, je trouve, la ligne, l'esprit d'avant. Elle est très très compacte, très petite. Là, je trouve une ligne qui est superbe, qui se rapproche vraiment de la voiture d'antan. Et la voiture GT4 encore est un peu plus agressive, donc pour moi elle amène vraiment la sympathie. Et on discutait hier soir avec Charlie Bourrachaud, le patron de l'équipe CMR, qui nous disait qu'il était assez surpris de recevoir après les meetings des livres de spectateurs qui prenaient des photos, qui faisaient des petites annotations sur Alpine, et du coup qui envoyaient chaque lundi un petit livre et tout pour parler du meeting et tout. C'est plutôt sympa quand même. Oui, c'est vraiment super cet engouement qu'il y a autour de la marque, et on est très content de l'avoir fait gagner déjà sa première course en championnat d'Europe. Je suis convaincu que l'année prochaine il y aura aussi d'autres teams qui vont la faire rouler, parce qu'on a pu prouver, je pense, le potentiel de la voiture. Donc je ne suis pas surpris si l'année prochaine on voit peut-être 6-7 Alpine en GT4. Et on a à l'image le leader, messieurs, de la catégorie des âmes. De nouveau, Nicolas Gomard et Julien Lambert. Attention toutefois, Nicolas Gomard qui est attaqué maintenant par Steven Palette et par Rémi de Guffroy, deux équipages engagés en Pro-Am. Donc on a presque envie de dire à Nicolas Gomard, il devrait presque les laisser passer, même si forcément l'ego d'un pilote et la fierté d'un pilote se dit peut-être bon, je voudrais résister. On le voit à l'image, c'est vraiment ce qu'il a fait, il a lâché un petit peu pour pas prendre de risque. Rodolphe Walgren revient derrière, Nicolas Gomard, il reste 4 minutes. Ouais, on a aperçu effectivement la Ginetta, vous faites bien de le signaler Laurent, la Ginetta qui n'est pas loin derrière la Porsche, on va peut-être le voir encore sur cette image, voilà la Porsche et la Ginetta de Rodolphe Walgren qui est là en deuxième position de la catégorie des âmes, et puis Jim Pla, le leader du championnat, seulement 18e du classement général. Course catastrophique pour le clan AKSP malheureusement, et un premier probablement, il reste 4 minutes, mais une première arrivée hors des points pour cet équipage, alors que Benjamin Lariche et Robert Consani sont en mesure, eux les leaders du championnat, de confirmer leur belle régularité. Voilà à l'image Rodolphe Walgren parti depuis la dernière position sur la grille de départ suite à un souci ce matin lors des essais qualificatifs. Surtout quand on voit la dynamique des chronos entre la Porsche et la Ginetta, il n'y a pas de débat. Je pense que la Porsche a des très gros problèmes de pneus. J'espère vraiment qu'il pourra finir la course, parce qu'on sait que la Porsche peut vraiment arriver même à crever au niveau des pneus arrière, et ça a l'air vraiment d'être pas terrible pour la Porsche. Ah oui, mais non, elle est au ralenti. On vient de voir Rodolphe Walgren qui est passé devant là maintenant. Donc changement de leader dans la catégorie des âmes. Rodolphe Walgren en route vers une 4e victoire. Et alors que tout à l'heure, on se disait il y a quelques minutes encore que Nicolas Gomard et Julien Lambert allaient réaliser le scénario parfait en ce qui les concerne pour le championnat des âmes. Ici, eh bien, on vient de voir, et vous venez de le voir à l'image, le changement avec Nicolas Gomard qui doit juste essayer d'aller au bout. Julien Lambert, vous vous souvenez de son interview tout à l'heure, il a dit j'ai tapé dans les pneus. J'espère que Nicolas va pouvoir poursuivre, et on voit le dépassement sans aucune difficulté pour Rodolphe Walgren qui prend la tête ici à moins de 4 minutes du drapeau à damier. Rodolphe Walgren donc leader de la catégorie des âmes, et peut-être en route vers une 4e
victoire. Alors l'écart entre Rodolphe Walgren et Nicolas Gomard au niveau du championnat était de 8 points. L'écart entre la première et la deuxième position, c'est 25-18, donc c'est 7 points. Et donc ça veut dire que si les choses restent dans l'état, Rodolphe Walgren reviendrait à 1 point de Nicolas Gomard et Julien Lambert dans le championnat AM. Bah, il a 8 secondes d'avance sur la 3e place, Nicolas Gomard, mais ça va malgré tout être compliqué à garder parce que là la dégradation est vraiment très importante. Oui, il va falloir en plus se méfier puisque Alain Grand, qui pour le moment est 3e dans la classe AM, lui va voir fondre sur lui Laurent Misbach sur la Porsche du team Foxhall, coéquipier de Stéphane Brémard. Qui est aussi une Porsche, donc on voit que selon comment on se sert de la voiture au niveau des pneumatiques, elle peut quand même marcher encore très bien. Mais là à 25, ils ont peut-être un peu trop tapé dans le jus du pneu au départ. Quand on tape dans les pneus au départ, forcément en fin de course. Oui, c'est ça aussi le GT4, c'est qu'il faut quand même si c'est une course que d'1 heure, donc ça reste à peu près du sprint, il y a quand même des notions d'endurance sur différents éléments, notamment le pneu qui est l'élément le plus important au niveau de la performance. Jim Plack qui va venir doubler dans quelques instants le leader du classement AM, Rodolphe Walgren. On a ici Nicolas Gomard à l'image, il est toujours en 2e position. Et la BMW derrière d'Alain Grand qui est en train de revenir. Ah, si la BMW d'Alain Grand et la Porsche de Laurent Misbach devaient passer devant Nicolas Gomard, là par contre ce serait Rodolphe Walgren qui reprendrait la tête. Et on voit ici au niveau de la chicane, que s'est-il passé? Un contact avec Sohail Ayari et Jimmy Antunes. C'était la lutte pour la 6e place, ça je pense, 5e place même à ce moment de la course, entre Sohail Ayari qui s'est fait doubler par Lonnie Martins et par Éric Trémoulet. On les a à l'image désormais, Sohail Ayari avec Éric Trémoulet derrière lui. Donc il est repassé devant Sohail Ayari. Il y a un contact à l'arrière. Il y a eu un contact en tout cas. Il y a des dégâts de carrosserie à l'arrière gauche également. Grégory Guilbert est toujours en tête. Il a 5 secondes d'avance et il va rentrer d'ici quelques instants dans ce qui sera son dernier tour. Première victoire en France en tout cas d'une Audi R8 LMS. Une voiture qui a déjà pas mal gagné au niveau européen. Laurent Mercier. En France ça ne s'était pas mis jusque là. Ici, sauf catastrophe, Greg Guilbert et Fabien Michal vont enfin confirmer les 3 pôles positions qu'ils ont signés par une première victoire. Ouais, le petit changement de hauteur de caisse du coup a peut-être fait son effet parce qu'on a vu des Audi quand même très à la fête depuis le début du meeting. Du coup, et sur la durée, ça se passe plutôt pas mal, du coup, comme on peut le voir avec Grégory Guilbert. Je suis vraiment impressionné là, de la tenue des pneus de l'Audi, parce que vraiment, il y a un step qui a été énorme entre les 3 premières courses et ici. Ouais. Je suppose que Saint-Éloque a dû bosser pas mal pendant l'été, parce que là, franchement, j'en reviens pas au fait que derrière, que ce soit la Ginetta ou l'Alpine, n'ait pas pu revenir du tout au niveau du chrono. Ils ont resté avec le même écart, que ce soit sur l'Audi ou même sur la BMW. Donc je suis assez impressionné par les 2 marques. Oui, impressionné peut-être aussi par l'attitude de Fabien Michal en début de course, qui a vraiment, par rapport, contrairement à ce qu'il avait fait à Nogaro par exemple, qui a laissé passer la concurrence, qui a vraiment géré les pneus, qui s'est concentré sur la durée et pas seulement sur sa position. Ah, il faut pouvoir mettre son ego dans une boîte à gants que l'on n'a pas dans une voiture de course, mais c'est un peu cela. Et se dire attention, parce que là, oh, voilà, gros problème. Julien Piguet qui est au ralenti. Il était 2e, Julien Piguet, ça va faire les affaires de Benjamin Lariche et de Pierre-Alexandre Jean qui sont tous les 2 passés. Voilà, déception dans le dernier tour, c'est... Oh, c'est terrible pour Julien Piguet. Le vainqueur est dans le clan Saint-Éloque. On a compris évidemment que la première victoire en GT4 se dessine enfin. Mais Julien Piguet qui se retrouve au ralenti dans ce dernier tour. Attention, est-ce que on doit avoir peur du coup dans le clan Saint-Éloque en disant que tout peut arriver jusqu'au bout. Éviter une éventuelle crevaison pour l'instant. Je voudrais bien connaître la cause de la BMW de son arrêt, parce que que ça peut être l'essence, j'ai du mal à y croire, mais ça avait l'air d'être quelque chose un peu brutal. Est-ce qu'il va pouvoir terminer Julien Piguet? Il n'est toujours pas passé dans le secteur 2, il est toujours au ralenti sur la piste pour l'instant Julien Piguet. Pendant ce temps-là, on a à l'image Grégory Guilbert. Cette fois, contrairement à Dijon, il aura pu aller au bout. Grégory Guilbert, 3 pôles positions pour eux depuis le début de l'année. Et enfin, une première victoire avec Fabien Michal. Le succès ici et la joie de Fabien Michal, effectivement. Bien vu, l'ex-rallyman. Ah, je pense sincèrement que la gestion des pneus de Fabien en début de course a aussi été l'une des clés. 2e place pour Benjamin Lariche et Robert Consani qui au niveau du championnat réalise un banco total. Regardez d'ailleurs la joie dans le clan Speedcar, ce n'est pas par hasard bien évidemment. Ça vaut une victoire cette 2e place, elle vaut une victoire alors que l'équipe AKSP s'est pris les pieds dans le tapis. Pierre-Alexandre Jean et
J'ai failli dire Stéphane Tribodini, mais non, il est à côté de nous. Et Pierre Santinena, pardon Stéphane, monte sur le podium, premier podium de l'Alpine dans le cadre du championnat de France FFSA GT. 5e position pour Lonnie Martins et Christophe Hamon sur l'Audi numéro 5. Donc Saint-Éloque qui place 2 voitures dans le top 4 et Alpine qui place 2 voitures dans le top 5 puisqu'on a Sohail Harry et Nicolas Tardy finalement 5e. Éric Trémoulet et Olivier Jouffret terminent en 6e position devant l'Aston Martin de James Appleby et de Matthew George. Jimmy Antunes et Sylvain Noël finalement la première Porsche, celle qui avait mené le début de course, termine en 8e position. Enzo Guibert pour sa première course en GT4 va marquer des points avec Gilles Vanley puisqu'il termine 9e. 10e place pour Douglas Lundberg et Pierre Courroy. Et où est Julien Piguet? Il s'est arrêté de toute façon, il s'est arrêté en bord de piste. En tout cas, grand coup de chapeau à Grégory Guilvert et à Fabien Michal parce que franchement, il méritait quand même une victoire cette année. Et de l'obtenir ici avec la concurrence qu'il y avait, franchement, chapeau. Par contre, ça a été chaud jusqu'à l'arrivée dans la classe A. Si Rodolphe Walgren a pris vraiment l'avantage entre Alain Grand, Laurent Misbach et Clément Dube, ça s'est fini un peu sur le fil. Oui, avec un dixième. Ce qui veut dire que Nicolas Gomard a perdu alors que là aussi, on a la Porsche de Mike Parisi, champion de France en titre. On a aussi un incident entre l'Alpine de Pierre-Alexandre et la numéro 11 de Jimmy Antunes. Je pense qu'ils se sont trompés, à mon avis c'était Sohail Harry dont il parlait. Oui, c'était l'Alpine de Sohail Harry, oui je pense aussi. La numéro 26. Et où est passé Nicolas Gomard? Oh là là, il termine 21e du classement général et 7e de la catégorie des âmes. Ouais, c'était une fin de course en enfer. Alors qu'on voit la BMW de Julien Piguet. Une fin de course en enfer, véritablement pour Nicolas Gomard et Julien Lambert qui avaient brillé en début de course. Et au niveau du championnat, grâce à ce 4e succès de la saison, en cette course tout de même, Rodolphe Walgren prend la tête du championnat AM. Alors maintenant, Rodolphe Walgren, il ne doit pas abandonner demain. Parce que gagner et abandonner, c'est ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Et du coup, on a une Ginetta, une BMW et une Porsche sur le podium de la classe AM. Et attention parce que les bookmakers sont déjà sur le coup et tous parient sur un abandon de Rodolphe Walgren demain. Il va devoir nous faire mentir. Par contre, c'est une belle 3e place encore pour la Porsche Foxo. Un team qui débute en championnat de France FFSA GT. Ouais, d'ailleurs, on a aussi Clément Dube et Christopher Capello qui sont vraiment bien remontés par rapport au premier relais. Donc ils finissent 4e et 5e de leur classe. Ouais, c'est une belle remontée. Alexandre Guédon aussi, un 20e sur la Ginetta du GM Sport après la petite figure en début de course de son coéquipier. Oui, ils finissent pas loin aussi. C'est très groupé. On peut voir que en AM, il y a 6 secondes d'écart seulement entre le 2e et le 6e, je crois. Donc c'est très complet. Et voilà, Grégory Guilvert, l'enfant de la famille dans le clan Saint-Éloque, lui qui a roulé pendant tellement d'années dans le cadre de la Blancpain GT Series Endurance Cup, qui dit aujourd'hui humblement je n'ai plus le niveau, je ne roule pas assez pour être performant en Blancpain GT, mais le championnat de France FFSA ça me convient bien, ça me va bien. Et bien il l'a prouvé ici, Greg Guilvert qui a certainement beaucoup amené au niveau de l'expérience ici. Voilà Pierre-Alexandre Jean qui vient féliciter Greg Guilvert et Fabien Michal. Alors on se demandera quand même que se serait-il passé si Pierre Santinena n'avait pas eu ses problèmes techniques en début de course, où on l'a vu effectivement plonger dans le classement parce que finalement il ne termine qu'à 5 secondes. Pierre Santinena et Pierre-Alexandre Jean, ils ont perdu au moins ça en début de course, preuve que l'Alpine peut gagner en tout cas. Et voilà la photo, souvenir, première victoire d'une Audi dans ce championnat de France et FFSA GT donc et elle est méritée clairement. Et on Thomas, avait déjà eu oui, allez-y, le temps de récupérer les vainqueurs pendant qu'ils sont tout à moi. Grégory Guilvert, Fabien Michal, bravo pour ce beau succès. On en parlait avec Fabien. Il était un petit peu inquiet là dans les dernières minutes. Vous ne saviez pas exactement comment vous alliez réussir à gérer cette fin de course. Comment ça s'est passé dans l'auto pour vous? Mais écoute, on a volontairement changé relativement de bonne heure parce qu'il se plaignait un peu de survirage. Donc du coup, on a profité pour rentrer dès le premier tour dans la pit. Dès l'ouverture, pardon, et pour équilibrer les pressions, la voiture était très bonne et constante. Bon, à la fin, ça a écroulé un petit peu, mais je pense comme tous les concurrents. Donc non, j'ai poussé, j'ai tout donné, je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller, et non, c'était super. Et Fabien, ce premier succès dans le championnat de France GT4, ça y est, le voilà enfin. Ah ouais, c'est bien, c'est une belle concrétisation. On fait 3 pôles en 4 meetings. Aujourd'hui, je pense que la victoire, elle est méritée. On commence à appréhender la voiture et c'est une bonne augure pour la suite du championnat. Merci et bravo, messieurs. Une première victoire qui en appelle peut-être d'autres, et notamment demain, où il faudra suivre de près cette Audi, clairement.
Et qui partira de la première ligne en plus. De la première ligne, effectivement. C'est Lonnie Martins qui a fait la pole sur la numéro 5 de Saint-Éloque, mais Greg Gilbert a fait le deuxième temps. Donc effectivement, il faudra les tenir à l'œil. Et puis Benjamin Larich et Robert Cansani. Clairement, s'ils ont commencé à appréhender l'usure des pneus avec l'Audi, ça va devenir un concurrent très très sérieux parce qu'il y a deux pilotes très rapides dans les deux catégories. Ça va être compliqué. Et le retour d'Alpine sur le podium également du championnat de France avec vous, Guenel. Oui, en compagnie de Pierre Saint-Sinéna, Pierre-Alexandre Jean. Une première qui se transforme en podium pour Pierre. Et puis une deuxième meeting pour Pierre-Alexandre Jean avec cette nouvelle auto. Ça y est, enfin, le podium. Ça vous réussit, Pierre-Alexandre, de rouler avec Pierre? Ouais, franchement, super. Il a fait un top boulot. Super relais. Course était compliqué parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Donc on a dû faire avec. On s'est donné à 100%. Et franchement, à la fin, ça paye. Nous, ça fait plaisir. Bon, ça a été une course chaude, on l'a vu jusque dans les tout derniers virages, Pierre. Mais enfin, ce premier podium pour cette Alpine. On l'avait vu gagner en Europe, mais en France, ça y est, la voici enfin sur ce podium. Ouais, vraiment super fier et heureux de pouvoir partager ce podium ensemble avec toute l'équipe CMR. Là, ils ont fait encore une fois un top boulot, comme on a en Cup, comme on a en GT4. Et vraiment, tout le mérite aussi revient à toute l'équipe. Donc voilà, super, vraiment super heureux. Merci beaucoup, messieurs, bravo. Et merci Guenel, merci à Pierre Saint-Sinéna et Pierre-Alexandre Jean également. On va revoir maintenant les meilleurs moments de cette course. Le championnat de France FFSA GT fait étape sur le circuit de Manicourt ici. Première course en ce samedi après-midi avec en pole position Fabien Michal. Encore une pole position Audi devant Sylvain Noël, Pierre Saint-Sinéna et Laurent Urgon pour les deux premières lignes de la grille de départ. L'excellent départ de Sylvain Noël sur la ligne extérieure. C'est le pilote de la Porsche Racing Technology qui vire en tête au niveau du premier virage. Derrière, ça se bouscule quelque peu et on a notamment un pilote Alexandre Bardinon, jeune pilote de 16 ans qui commet une petite erreur. C'est la jeunesse, c'est le métier qui rentre. Il vient percuter ici l'Audi numéro 10 du Baporo Motorsport. Les deux équipages seront contraints à l'abandon. Daniel Diaz Varela ayant été victime de trop de soucis. Une figure pour une Porsche de l'équipe Racing Technology, c'est la voiture numéro 44. Et puis en tête de la course, le leader de la catégorie dames, Julien Lambert, qui se défend bec et ongle face à Laurent Urgon, le pilote de la BMW numéro 3, qui finira par prendre l'avantage. On a vu Olivier Jouffret se faire une petite chaleur, on le revoit, très beau car contrôle du pilote de la Porsche du victime. Olivier Estève n'a pas eu la chance de pouvoir récupérer la voiture de la même manière et l'Audi Saint-Éloque est planté dans le bac à gravier. Abandon d'Alexandre Bardinon suite au contact également du premier tour pour la Mercedes. Et puis derrière la lutte avec, on le voit ici, Laurent Urgon qui double Fabien Michal un peu au forceps mais qui s'empare de la deuxième position avant d'aller un peu plus tard rechercher Sylvain Noël pour s'emparer des rênes de la course. On applaudit dans le clan du BMW Team France. Derrière, une petite sortie pour Guillaume Maillot sur la Ginetta de l'équipe GP34 et puis Mickaël Petit qui est parti à la faute dans la chicane alors qu'il revendiquait le leadership de la catégorie dames. L'arrêt de la Mercedes AKSP, ils sont deuxième du championnat, mais vous avez vu ce unsafe release. On a lâché la voiture de manière dangereuse, elle sera pénalisée. Pendant ce temps-là, Mickaël Petit lui est sorti de la piste, il est dans le bac à gravier, la voiture ne repartira pas. Belle remontée de Pierre-Alexandre Jean qui double ici Jimmy Antunes. L'Alpine numéro 36 de l'équipe CMR est en pleine remontée. Belle bagarre également pour la victoire dans la catégorie des dames. Nicolas Gomard est en difficulté avec les pneus de la Porsche AGS Evans et c'est Rodolphe Walgren qui en profite pour passer devant. Nous sommes dans le dernier tour. Julien Piguet est alors en deuxième position, mais la BMW refuse tout service. Ça ne changera rien pour la victoire. Grégory Gilbert et Fabien Michal s'imposent enfin une première victoire Audi dans ce championnat de France FFSA GT. Benjamin Larich et Robert Consani en terminant deuxième. C'est pratiquement une victoire pour eux parce qu'ils creusent l'écart au niveau du championnat. Et puis le premier podium d'une Alpine A110 GT4, celle de Pierre-Alexandre Jean et de Pierre Saint-Sinéna. Victoire dans la catégorie des âmes pour Rodolphe Walgren sur la Ginetta numéro 4. Pour Mike Parisi, le champion en titre, pardon. Par contre, c'est un abandon. Et regardez la joie et on salue le travail de l'équipe Saint-Éloque, évidemment, pour Grégory Gilbert.
Et le classement de cette première course du championnat de France FFS AGT ici, Fabien Michal, Grégory Guilvert donc s'impose devant Robert Consani, Benjamin Lariche. On retrouve ensuite Pierre Saint-Sinena et Pierre-Alexandre Jean. 3 marques différentes sur le podium. Christophe Hamon, Lonnie Martins, 4e, 5e place pour Nicolas Tardif et Sohail Yari. 6e, Olivier Jouffret et Eric Trémoulet. 7e, James Appleby et Matthew George sur l'Aston Martin. Sympa de retrouver une Aston dans le top 10. Sylvain Noël et Jimmy Antunes sont en 8e position. 9e place pour Gilles Vanley et Enzo Guibert pour leur première en championnat de France avec une BMW. Douglas Lundberg et Pierre Courroy rentrent également dans les points en 10e position. Et puis on voit le reste du classement. Et dans le classement des armes, donc Rodolphe Walgren, grâce à une 4e victoire en cette course, et reprend la tête du championnat. Très belle course de la BMW numéro 77, la voiture de Didier Moureux et d'Alain Grand qui termine en 2e position des armes. Et très belle course aussi de la Porsche du Team Foxo de Stéphane Brémard et de Laurent Misbach qui montent sur le podium des armes aussi. Eh bien messieurs, on ne s'est pas ennuyé. Et on voit le classement ici du championnat. Rodolphe Walgren donc devant Nicolas Gomard et Julien Lambert pour 11 points. Ah, ils se sont effondrés en fin de course, hein, Nicolas Gomard. Et puis on voit Stéphane Brémard qui prend la 3e position devant Clément Dube et Laurent Dube 4e. Laurent Misbach est en 5e position. Et le classement des Pro-Am, Robert Consani et Benjamin Lariche. Et regardez désormais 28 points d'avance sur Jean-Luc Boblic et Jim Plat. Et puis Grégory Guilvert et Fabien Michal qui reviennent à la 3e position du championnat. Et d'ici quelques instants, le podium de cette première course du championnat de France. FFS AGT ici sur le circuit de Manicourt. Et la déception de Julien Piguet, ça doit être énorme hein, quand même. Ah oui, il y a un demi-tour de la fin et ça me paraît... Ça va être une panne d'essence hein, du coup. C'est probablement une panne d'essence. C'est ce que j'imaginais, mais ça me paraît assez... Après, ça peut arriver. Ça peut arriver, on a peut-être un peu mal calculé l'essence. C'est vrai que ça y ressemblait fort. Effectivement. Allez, voilà, en tout cas, le podium des armes pour commencer. Laurent Misbach et Stéphane Brémard sur la plus petite marche. Alain Grand et Didier Moureux. Regardez la joie pour Alain Grand et Didier Moureux qui montent sur la 2e marche de ce podium. Et puis Rodolphe Walgren pour la 4e fois depuis le début de cette année s'impose donc. Et c'est l'équipe Speedcar avec son emblématique directeur Pascal Destambert qui s'impose également via Rodolphe Walgren. En tout cas, je suis vraiment content pour Didier et Alain de faire un beau podium comme ça avec les BMW. C'est très sympa pour eux. Ils sauvent l'honneur de BMW en plus hein, ouais. Sur cette course. Hein. Et ce sont de vrais gentlemen, hein, dans le sens le plus noble du terme. Allez, on écoute la Marseillaise. Et on va désormais procéder à la remise des trophées. Ah, on aura eu une Marseillaise de courte durée. Ouais, Marseillaise un petit peu courte. Hein. Et on retrouve 3 marques différentes aussi sur le podium de la catégorie des armes. Une Ginetta, une BMW, une Porsche. C'est vrai que Stéphane aussi, Brémard et Laurent continuent de marquer quand même des points assez régulièrement. Et je pense qu'ils peuvent jouer encore des places sur le podium jusqu'à la fin de l'année et pouvoir viser peut-être même le championnat. On a vu Stéphane Brémard qui, ici en tout cas, a pris, on l'a vu sur le classement provisoire du championnat, a pris la 3e position. C'est pas mal hein, pour cette équipe Foxo, nouvelle venue, vous le disiez Laurent, preuve que ce championnat de France FFS AGT se veut ouvert et permet à des pilotes qui viennent dans ce cas-ci des rencontres club Porsche, c'est ça? Ouais, du club Porsche Motorsport France. Et du coup, du côté de Stéphane Brémard, on savait pas trop en début de saison. On se disait, est-ce qu'on a le niveau, est-ce qu'on n'a pas le niveau, on y va pas. Et du coup, ils se sont lancés et bien leur en a pris, puisque du coup, ils font un excellent début de saison, hein, le team Foxo. Donc c'est vraiment un petit peu le team et les pilotes révélation de l'année pour le moment. C'est vraiment un beau championnat AM cette année avec quasiment 20 voitures au départ. Je trouve que c'est... On a un bel équilibre. Hein. Voilà, il y a un très bel équilibre et vraiment un gros niveau aussi en AM, donc c'est un très beau championnat. Ouais, et c'est le champion AM 2017 qui le dit, Stéphane Tribonini, qui n'est plus AM du coup. C'est vrai que nous on est seulement 6, 7, 8 voitures des fois en AM l'année dernière, donc il y avait quand même un peu moins d'adversité. Là avec 20 voitures et le niveau qu'il y a, c'est vraiment... une belle concurrence, hein, ouais. Et c'est vrai que ça représente la moitié du plateau, hein, ce peloton des pilotes AM, donc des pilotes classés bronze par la FIA. Le plus souvent, ce sont des gentlemen drivers. Et puis, on a une catégorie pro-AM où on retrouve soit un pro et un amateur, soit deux semi-pros.
quelque part, ce que vous êtes un peu désormais Stéphane. Donc 2 pilotes classés Silver, dans le cas par exemple de Pierre Sansilena et de Pierre-Alexandre Jean ici. C'est le cas aussi de Benjamin Lariche et de Robert Consani. Donc 2 pairings, 2 équipages Silver qui sont sur le podium aujourd'hui, mais pas sur la plus haute marche, parce que sur la plus haute marche, on retrouve un équipage qui est vraiment un équipage Pro-Am, avec un pilote professionnel, une des références françaises assurément dans le monde du GT, Grégory Guilbert, et puis un Fabien Michal qui ne cesse de progresser, qui apprend vite et bien. En attendant, sur la plus petite marche du podium, et c'est le premier donc pour Alpine, Pierre-Alexandre Jean et Pierre Sansilena, et je me dis que ça pourrait être encore mieux demain du côté d'Alpine, en fonction de ce que l'on a vu aujourd'hui, et notamment des problèmes techniques dont les 2 pilotes nous ont parlé. Robert Consani, Benjamin Lariche, excellente opération au championnat, 2e et la première victoire Audi, de Grégory Guilbert et de Fabien Michal, qui ne sont pas tout à fait largués non plus au niveau du championnat. Alors de là à dire qu'ils vont venir contrarier les plans de Speedcar, on n'y est peut-être pas encore, mais attention, il faudra les tenir à l'œil. Bravo à l'équipe Saint-Éloque aussi, c'est Sébastien Chetaille, le patron lui-même, qui est sur le podium pour écouter cette Marseillaise. Et voilà, bravo en tout cas, quelle belle course. Quelle belle course, mais j'ai envie de dire, Laurent, c'est souvent comme ça depuis le début de l'année. Ouais, on a souvent affaire à des belles courses. Cette année dans le c'est pas France, Stéphane qui va nous contredire. Des courses qui sont quand même assez disputées, assez animées, qui sont très indécises avec plusieurs marques évidemment aux avant-postes. Donc c'est ce qui fait un peu le charme de ce championnat de France FFSA GT. Mais vraiment, le championnat GT4, c'est un championnat où il y a beaucoup de bagarres. Beaucoup de voitures très différentes de conception, avec des vrais écarts de performance entre la ligne droite, les virages, les freinages. Donc on peut vraiment faire la différence en termes de pilotage grâce à nos voitures, ce qui donne des courses où on est tout le temps en train de se bagarrer, de pouvoir doubler en début de course, en fin de course, et j'adore ça. Effectivement, c'est super ce format GT4 avec des voitures qui sont spectaculaires malgré tout. Quand on voit aujourd'hui une Audi R8 et les GT4, quand on voit une Mercedes, ça reste des voitures qui font rêver évidemment, que l'on peut voir. Pas tout à fait les mêmes, mais dans la rue, des voitures qui ressemblent en tout cas, et tout ça effectivement participe grandement au plaisir que l'on peut prendre sur les plavades et la douche de champagne. Ici, bon, il va falloir laver les combinaisons, je pense. Ouais, Sébastien Chetaille s'est fait un peu distancé là. Ouais, dans ce cas-ci, ce sera la chemise pour Sébastien Chetaille. C'est vrai qu'en général en course 1, on n'aime pas trop se faire arroser de champagne parce qu'il y a la course suivante le lendemain, on n'a pas vraiment le temps de la laver. Et là, ils vont devoir trouver une solution. Voilà, mais faire la course avec la combinaison qui sent vraiment fort le champagne, c'est pas super agréable. Merci beaucoup Stéphane Spolini. Merci Laurent Mercier. Rendez-vous demain pour la prochaine course de ce championnat de France FFSA GT.